Quel combat nous hype le plus sur la carte de l'UFC Paris 4e version le 6 septembre à l'Accor Arena de Bercy? Cette édition se compare-t-elle bien ou non avec les anciennes éditions de l'UFC Paris? Que retenir de l'UFC Fight Night à Shanghai de ce week-end et du PFL World Tournament? Qu'attendre de l'Hexagone 33 ce week-end au Sables d'Olonne pour son 17e épisode? Aldric Enerby se plonge déjà dans la plus grande semaine de l'année pour le MMA français la semaine prochaine à Paris pour l'UFC. Générique. Bon Aldric, on se retrouve pour ce numéro 17 d'Aldric Enerby à une semaine, je le disais dans mon intro, de la Fight Week de l'UFC Paris. Donc on va déjà commencer à plonger les pieds dedans dans ce plus gros événement de l'année pour le MMA en France comme chaque année depuis 4 ans maintenant. On va parler un peu de la hype des combats, ceux qui nous plaisent le plus, la hype de l'événement aussi au global. D'abord, il y a eu des rumeurs quand même qui ont couru tout le week-end, donc je suis obligé de t'interroger là-dessus. Aldric, on a parlé d'Axel Sola à Paris, à l'UFC Paris. À l'heure où on parle, on est lundi après-midi, excusez-moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'il y a des contacts très avancés. Voilà. C'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Je suis très optimiste et pas du tout inquiet. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien de fait, mais on est très avancé au niveau des contacts. Ok, mais rien de fait à l'heure où on parle. Non. Mais on va vers le bon, on va vers le positif. Ouais. Bon bah c'est cool, ça va rajouter encore de la hype. On le mettra pas dans les combats qu'on jugera aujourd'hui, mais voilà, la semaine prochaine, on pourra en parler depuis Paris si tout va bien ensemble, Aldric. D'abord, globalement, cette carte de l'UFC Paris, je voulais d'abord, avant de rentrer dans chaque combat, ceux qui nous hype le plus, mettre un truc un peu global. Toi, par rapport aux 3 premières éditions, à quel niveau tu le placerais en hype? Est-ce que tu le mets plus haut que d'autres? Est-ce que tu l'attends plus? Comment tu vois cet événement globalement? Pour être très honnête, moi, je suis toujours hypé à 100% par les UFC Paris parce qu'il y a des... C'est toujours... Quand il y a de l'affect et des combattants que tu connais, c'est très excitant, même si pour le grand public, ça peut ne pas l'être. Là, en l'occurrence, ce côté un peu France-Brésil me plaît énormément. Et je trouve que les prospects qui ont été choisis, en plus, je parle des étrangers, sont très intéressants, comme Mason Jones et tout. C'est vraiment des top prospects, des mecs qui peuvent aller très loin dans un futur proche. Donc non, au niveau de hype, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de comme ça pouvait être le cas, de grosses légendes qui viennent. Mais il y a des combattants en devenir. Il y a Nassourdine qui fait une demi-finale mondiale, parce que là, on l'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dana White. Donc, il y a des enjeux sportifs très directs. Il y a une carte variée. Il y a des prospects à surveiller. Il y a quasiment tous les combattants français qui viennent pas de combattre il y a un mois. Donc, moi, la hype, elle est au maximum. Hein. Et il y en a une légende. Elle vient pas de l'UFC, on va en parler, mais il y a une légende du MMA qui est sur cette carte-là. Patricio Pitbull, pour le nommer. Moi, en fait, quand je regardais ça, je me suis dit, il y a quelques semaines, j'aurais pu te le mettre presque tout au fond, tu vois, de mon classement. Des 4 premiers UFC Paris. En fait, je le remonte assez haut. Non, pour moi, le numéro 1, c'est 2023. Je vais te 2023, c'était Spivak contre Gann, ouais. Fioro contre Namajunas, BSD contre Moises, le retour de Taylor Lapillus avec son entrée, I'm coming home, tout ça. Je trouve qu'il réunissait beaucoup de choses. Il y avait nos principaux combattants, à part Nassour, mais il y avait nos principaux combattants, tu vois, d'élite, avec une légende dans la personne de Rose Namajunas, par exemple, un défi à la relance pour Cyril, parce qu'il a éclaté Spivak, mais on oublie trop qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode en sortie de Jones, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, le mec va le lutter, tout ça, ça va être compliqué, il vient du judo. Tous les combattants français, je crois, de l'époque sont sur la carte, peut-être à une exception près, mais je crois. Donc je trouve que c'est celle qui réunissait le plus de trucs globalement. Après, j'ai un affect énorme pour le premier. Ça faisait combien d'années qu'on attendait ça, Aldric, c'est obligé. Mais sur la qualité de carte, tu vois, celui-là, je le monte assez haut, quoi. Il fait neck-neck avec 2023 pour moi. Même en termes de prospects, je répète, Mason Jones, qui peut vraiment être un très gros nom des 70. Lozen Keita, qu'on a envie de voir depuis longtemps. Il est belge, donc ça enlève un tout petit peu de hype, mais pour moi, je le classe quasiment comme un Saladin Parnasse. Ce mec-là, il arrive à l'UFC, il peut être classé tout de suite, il peut rentrer top 15, voire plus bas. C'est énorme. Moi, je trouve qu'il est très intéressant sportivement, cet UFC. Et en plus, il y a un très gros enjeu, puisque moi, je reste persuadé que le vainqueur de Imavov-Borralho, il fait la ceinture derrière. Ouais, bien sûr. Donc, il y a de l'enjeu sportif, il y a des beaux match-ups, il y a des prospects qu'on a envie de voir. Je dis une légende quand même du MMA, même si c'est pas de l'UFC. Ça coche beaucoup des cases qui font qu'on va être devant la soirée. On est très impatient d'être devant cette soirée-là. Moi, je le mets plutôt très, très, très haut, cet UFC Paris.
Et s'il y a un petit combat qui se rajoute, dont on a évoqué légèrement le truc en début d'émission, eh ben, ça renforcerait encore plus cette attente et le fait qu'il y ait des beaux prospects sur cette carte-là, Aldric. T'imagines quand même qu'en prélim, t'as des combats, t'as Sam Patterson qui fait un très beau run, surtout depuis qu'il est en Walter. T'as William Gomis qui prend Ruchala qu'on a envie de voir, tu vois. Le comparatif, KSW, UFC, tout le monde dit ouais, ça va être un combat difficile. Non, il y a de l'intérêt vraiment partout, même en prélim. Oumar qui est en prélim, bien sûr. On a envie de voir le rebond après Menifield. Enfin ouais, non, elle est bien équilibrée même, je trouve, cette carte, tu vois, globalement. Vas-y, on rentre. Je t'ai demandé en préparant cette émission qu'on se fasse un petit classement de ce qui nous hype le plus et les combats qu'on attend le plus, nous, sur cette carte de l'UFC Paris 4, 4e version. Je commence par le bas, on va remonter, en fait, tu vois, c'est plus intéressant en termes de classement. Je t'avoue, là, tu m'en voudras pas, là, c'est pas une question, tu connais mon amour du MMA féminin quand il est bon et quand j'ai des attaches. Shona Bannon contre Sam Hughes. Non, mais il n'y a aucun intérêt sportif. Voilà, il n'y a pas d'intérêt sportif et j'ai pas d'attache avec ces combattantes. C'est ça. Là, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt sportif. Il y a une Irlandaise contre une Américaine. Même sur la petite histoire, Sam Hughes, elle avait refusé Manon lors du 2e combat de Manon où elle devait prendre Marina Moroz. Moroz avait pull out 3 jours avant. Et avant de me proposer le nom de Tabata Ricci, il m'avait proposé Sam Hughes qui a pas pris le combat. Le contrat. C'est juste une anecdote. Mais non, il n'y a aucun intérêt sportif sur ce combat. Elles ne sont pas classées toutes les deux. Next. Le deuxième qui me plaît le moins, enfin où j'ai le moins d'attache également, Brad Tavares contre Robert Brisket. Moi, je regarde. J'ai très à l'œil ce combat parce que je te cache pas que s'il y en a un des deux qui pull out, c'est des 84. C'est ce que j'allais te dire. C'est une KT qui peut t'intéresser. Ouais. Et je pense que c'est une KT surtout où Virgil Hogan est indiscutablement le prochain Français qui doit signer. Donc je vais avoir j'aime bien me regarder ces combats-là. Ça me permet de me donner une idée du niveau de Virgil et ça me permet de voir un petit peu l'évolution. En 4 pull-out d'un des deux, il est tu penses, sans avoir d'infos plus que ça, mais qu'il est en pole position, Virgil, pour prendre ça. Et il est prêt, si jamais ça se passe comme ça. Même genre à 4-5 jours 84, 93, on prend quoi qu'il se passe. Ok, let's go, c'est intéressant ça. Déjà, tu vois, ça nous met un intérêt sur ce combat avant le combat, en fait, au cas où s'il se passe quelque chose de moins bon. Moi, quand je remonte là, sur mon classement, je te mets, mais tu connais, hein, moi avec les poids lourds, je mets Tibura contre Ante Delija. Alors c'est cool de voir l'arrivée d'Ante Delija, tu vois, à l'UFC, ancien vainqueur quand même du tournoi du PFL, donc c'est pas rien non plus. Mais c'est les poids lourds, j'ai pas trop d'attache avec ces mecs-là. Personnellement, j'y mets pas un gros intérêt. Non, après, sportivement, ça permet de voir si Ante Delija a fait des progrès parce que ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Il devait affronter Cyril à Abu Dhabi et il n'avait pas eu la release du PFL à cette époque. Je crois que c'était en 2021 qu'il devait prendre Cyril. Donc voilà, ça va permettre de voir contre un Tibura s'il a progressé. Mais non, pareil, sportivement, on flirte avec le top 10, 12. Il n'y a pas non plus... S'il y a une recrue de l'UFC, ça permet de la situer dans ce top 15 UFC, point. Ouais, on est chez les poids lourds en plus, hein. On va en parler quand mais bon, c'est prélim, ils sont pas enflammés. Hein. Non, bien sûr. Mais on va en parler quand on va débriefer Shanghai, hein. Même quand t'es top 15 poids lourds, des fois flemme, quoi. Des fois vraiment flemme. Et t'as raison, c'était toute l'année où Cyril, il y a la blessure, enfin, il y a des choses, et c'est toute l'année où il peut pas combattre, 2021. C'est ça. Et en effet, Delija était prévu un moment en adversaire contre lui. Le seul, un peu point marrant de ce combat, c'est que c'est une revanche. Non. Tibura Delija, ça s'est fait pour la ceinture du M1 en septembre 2015, donc il y a pile 10 ans, ce sera 10 ans après, exactement. Et en fait, c'est Delija qui se casse la jambe pendant le round 1. J'ai pas vu les images, j'ai juste vu ça passer sur le Tapologie, donc c'est une revanche du M1 d'il y a 10 ans. Écoute, ça leur parlera à eux deux, moins au public français. Clairement, fallait être un bon fondu pour regarder le M1 en 2015 quand même. Tu vois, fallait être un vrai du MMA. T'en avais un autre en dessous, toi, de Tibura Delija, ou pour l'instant mon classement il te va? Ouais, non, je suis d'accord. Ok, donc derrière, là, j'avais plus d'hésitation. Mais j'ai quand même mis, alors que ça peut être intéressant, donc là, on sera peut-être pas d'accord. Moi, j'ai mis Modestas Bukauskas contre Paul Craig. Oh, ouais. Le combat peut être fun, en soi, mais pareil, il n'y a pas trop d'enjeux sportifs, j'ai pas trop d'attache avec le suite. Bukauskas, il est sur 3 victoires de suite, c'est son 2e run à l'UFC parce qu'il a été repassé au Cage Warrior. Paul Craig, ça reste sur 3 défaites, hein, Nika Alborayo et Brandon Allen, et un no contest avec Bellato. Tu vois, Paul Craig, c'est pas l'avenir de cette catégorie-là. Non, après, on est en 205, on est chez les light heavyweight. Si tu suis un peu le Cage Warrior, c'est intéressant parce que c'est l'ancien champion, tu vois. Ça permet de se donner aussi une idée du niveau. Des fois, moi j'aime bien avoir ces rappels de temporalité et de level, tu vois, ça permet de voir un petit peu ce qu'il va faire effectivement sur un Craig qui est plutôt en fin
de run, tu vois, voire en fin de carrière. Je pense qu'en cas de défaite, à mon avis, il est release immédiatement. On ne doit pas être loin, ouais. Donc, c'est intéressant de voir la différence de niveau, tu vois. Parce qu'on voit souvent, et c'est le problème de l'UFC, et on en reparlera surtout pour Shanghai, et ils vont trop vite des fois. Et les prospects, ça confirme pas, tu vois. Donc là, c'est un mec en devenir contre un mec qui est sur la fin de son run. Ça va permettre de se donner une idée de niveau. C'est intéressant. Et en vrai, pour la suite, si t'es l'UFC, tu préfères que Bukauskas s'impose, quoi. Ben oui et non. Ça ferait une 4e victoire de suite. Si Bukauskas s'impose, il peut monter, tu peux envisager quelque chose. S'il passe pas, parce qu'il a pas le level, point. Oui, tu vois. Tu peux le voir dans ce sens-là aussi. Next, et on passe à autre chose. Ouais, exactement. Au moins, on a ce test-là, mais s'il s'impose 4e victoire de suite, tu commences à bâtir un petit run. Tu peux lui proposer un truc top 10, top 15 à voir. Ouais, bien sûr. Surtout chez les 205, tu vois, où ça peut aller vite et vite augmenter. Le combat d'après, moi, sur ma liste, parce que tous ceux d'avant, enfin, tous ceux qui vont aller plus haut, j'ai des attaches plus personnelles aussi avec ces combats-là, et puis ou alors le combat me hype parce qu'il va être très très fun. Donc il est victime de la concurrence qu'il y a plus haut. C'est Rinat Fakhretdinov contre Andreas Gustafsson. Ouais. Pourtant, tu sais que ça risque d'être un banger. Oui, ça, tout à fait. C'est pour ça que je mettais des bémols à ça, parce que le combat peut être hyper cool. Parce que Fakhretdinov, c'est un mec qui arrête pas d'avancer et qui a une tête en plomb. C'est-à-dire que quand tu vois le combat, il a réussi à faire ça à Battle à l'époque. Il frappe fort, Brian Battle. Et quand tu regardes ce combat, c'est presque un mauvais indicateur. Parce que tu as l'impression que Battle frappe pas tellement. Fakhretdinov, il a la tête dure, tu vois. Et lui, il arrive, il avance, il lutte quand il faut lutter et il bagarre quand il faut bagarrer. Donc, c'est toujours des combats spectaculaires. Et pareil pour Gustafsson derrière. Tu sens l'école dure du All-Star Gym. Ça risque d'être un banger, ce fight. Ouais, je suis d'accord. Le fight en soi, mais c'est pour ça que mon bémol était dans le sens. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, ça nous plaît beaucoup pour différentes raisons d'ailleurs. Mais celui-là, je le mets déjà dans la catégorie combat que j'ai envie de voir, tu vois, contrairement à ceux d'avant. Clairement. Même s'il n'y a pas de français, il y a une belle opposition. Ouais, on a passé un step, tu vois. Là, on rentre dans les combats. Ok, celui-là, j'ai quand même envie de me poser et je serais très content d'être dans la salle et de voir ces deux-là nous faire ce qui va être une bonne guerre. Fakhretdinov, il est à 5-0. 5-0 UFC et un nul. Donc pareil, t'es en train de bâtir un petit quelque chose dans cette caté des 170. Et pareil, belle histoire, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il vient du Dana White Looking for a Fight quand ils sont passés à l'UAE Warrior. Tu vois, une orga que j'ai beaucoup fréquenté moi à une époque. Donc ouais, moi j'ai toujours des attaches avec ça. Tu vois, je le connaissais de cette époque et tout. Donc et Gustafsson, lui, Contender Series aussi. Lui, il est passé par ça en chopant le contrat. C'était l'année dernière. Donc voilà, tu vois, des mecs qu'on construit quand tu les regardes un peu au niveau de la signature, il y a toujours un peu d'affect qui se crée, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as suivi un petit peu leur carrière, même en suivant les contenders pour le coup. Derrière, là, on commence à rentrer quand même dans le très lourd. Alors, je le mets là, mais c'est un banger aussi. En termes de qualité du combat, je pense qu'il va être au-dessus de ce que j'ai mis là. Mais bon, les Français vont nous hyper plus, hein, on se cache pas, on est suiveurs et amoureux du MMA français. C'est Patterson contre Trey Waters. Ouais. C'est parce qu'il y a moins d'attache avec les mecs. Mais alors, le combat, il va être fabuleux, normalement, Aldric. Patterson, gros niveau en stand-up. Et je trouve que lui, par contre, il arrive presque à être bully dans 2 KT. Bon, à 70, je sais pas par quel miracle il descendait. Moi, je le connais bien, en plus, puisqu'il a pris Ilyas Giroun, il y a quelques années. Donc, on l'avait déjà travaillé, mais il était monstrueux en lightweight. Mais je trouve que, parce qu'il fait 1m90, recontextualisons, en welter, lui, c'est toujours moi qui dis souvent, on n'arrive pas à être bully dans 2 KT. Patterson, il est presque bully. Il commence à y arriver, ouais. Ouais. Bon, après, il est jeune aussi, tu vois, mais ouais, il est vraiment costaud. Et derrière, moi, j'aime bien. Là, il va y avoir une grosse différence d'expérience, mais par contre, 1m96 pour 1m90. C'est des Walter XXL qui vont se battre. Hein. Et puis, explosifs les deux. Ouais. Non, vraiment, le combat, ils sont tous les deux passés par la Dana White Contender Series en 2022. Ouais. Il y en a un, Trey Waters, lui, il prend une Von Flue par Gabriel Bonfim, mais il réussit à revenir en étant champion du LFA. Il fait un combat au LFA, il prend la ceinture et il revient comme ça à l'UFC. Mais tu vois, donc c'est les mecs, si vous suivez le MMA de loin, hein, ou d'un peu plus loin que nous on peut le suivre, et que vous avez votre ticket pour Paris, ratez-le pas celui-là. Ouais, je pense que c'est aussi une très grosse guerre. Ouais. Là, avec Fakhretdinov, on a 2 combats qui peuvent être Fight of the Night. Je te garantis, pourtant, ils sont en prélim et on est en France, mais il peut y avoir 2 guerres atomiques sur ces 2 combats. Complètement. Il y en a un autre qui peut être guerre atomique et qui ne concerne pas des Français. Mais je ne l'ai pas mis tout de suite parce que je voulais pas mettre juste les Français tout en haut quand même. Moi, celui qui me hype le moins chez les Français, donc je vais le mettre juste après, c'est Oumar. C'est Oumar Sy contre Brenson Ribeiro. C'est notre premier combat, c'est notre première ouverture de France-Brésil. Ouais. Oui, effectivement, on est... En fait, Oumar, il était pas aux portes, il était clairement... top 15 s'il battait tu vois, s'il bat fait Alonso Melfield. Là on a un combat
intelligent au niveau du management. Tu viens de perdre ton top 15, bah, tu repars un petit peu plus bas. C'est plutôt intelligent, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais en fait, je vois Umar nettement supérieur à Branson Ribeiro. Bien sûr, moi aussi. C'est en ça qu'il me hype moins ce combat-là. Mais il faut voir aussi carrière. Il reste jeune, Umar, et il sort d'une défaite. Surtout, il sort d'un combat où lui-même, il a dit qu'il n'avait pas été convaincant. Donc, je pense que c'est, d'un point de vue gestion de carrière, c'est un très bon combat. C'est sa première défaite en carrière, on rappelle. Ouais. Et après, on en a plein des bangers sur cette carte. Donc là, elle est construite pour qu'à la maison, il puisse briller. C'est bien. Moi, on peut pas avoir que des combats très, très compliqués et difficiles, tu vois, sur une carte. Donc là, on a la chance de l'avoir à la maison et c'est bien de l'apprécier. Mais effectivement, c'est sur le papier, en tout cas. Maintenant, il faut toujours se méfier, surtout à 93. Mais sur le papier, c'est un combat légèrement déséquilibré. Branson Ribeiro, lui aussi passé par la Dana White Contender Series. 2-3 à l'UFC, il reste sur une défaite contre Azamat Murzakanov. Attention, hein, c'est fort, Murzakanov. Ouais, c'est fort. Tu vois, level to that game, quoi. Je pense que Umar, c'est parfait combat pour se relancer, t'as raison, et repartir de l'avant dans cette caté des moins de 93. Mais ouais, je pense qu'il est au-dessus. Je pense qu'il est au-dessus et qu'on va voir une démonstration, j'espère, d'un Umar qui, en plus, comme t'as dit, il a dit, j'ai fait des erreurs sur le combat d'avant, il n'était pas satisfait de lui. On connaît un peu l'éthique de travail d'Umar. Je pense qu'il va arriver très très préparé et mort de faim. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non, mais hâte de voir ce combat, mais effectivement, sur le papier, il est favori. Je te remets un banger sans français. Bolaji Oki contre Mason Jones. Ouais. Ça, si j'ai bien vu, c'est en main card. Et ça mérite d'être en main card. Oui. Et surtout, l'histoire de Mason Jones, elle est intéressante parce qu'il a pas été cut. C'est lui qui a demandé à retourner au Cage Warrior en disant j'ai besoin de temps pour revenir. J'ai besoin de m'améliorer pour être concurrentiel ici au UFC, tu te rends compte? Il n'a pas été release. Hein. C'est lui qui est parti. C'est rare de faire ça. Ouais, il a fait un run, je crois, de 3 ou de 4 combats au Cage Warrior. Je vais vous le dire précisément, de 4. Derrière, il perd contre Ludovic Klein, mais c'est pas une release, je précise, parce qu'il était sur un... Je crois qu'il était sur un... Ah oui, il y avait le fameux combat contre Alan Patrick qui est no contest mais qui domine largement et il y avait une victoire contre David Onama qui est vraiment pas mal aussi d'ailleurs mais qui avait pris le short notice et qui est reparti dans sa vraie KT à 66 après. Puis derrière il fait un 4-0 au Cage Warrior et il revient. Très gros combat contre Jeremy Stephens. Ouais. Et... C'était la semaine d'avant Montréal parce que moi j'étais dans une chambre d'hôtel à Montréal quand j'ai regardé ce combat-là. Super combat d'ailleurs. Dur combat pour Rocky. Hein. Même pour, pour Stephens, oui, et pour Rocky aussi, parce que Mason, c'est fort, c'est un gros lightweight, il frappe fort, il est très complet. Dur combat. Après, quand il est au Dana White Contender Series, Rocky, on lui met Dylan Salvador. C'est un très gros combat qui bat debout. Donc, il est adepte des gros challenges, mais ouais, c'est très fort. J'aime bien Oki parce qu'en plus, pareil, c'est garanti d'avoir des beaux combats. Ouais. Pour le public qui n'avait pas tilté, vous l'avez vu à Paris l'an dernier. Hein. La défaite, c'est la guillotine contre Chris Duncan. Ouais. Mais Mason Jones, ouais, puis pareil, Duncan, tu verras que c'est un top 15 de la KT. Oui, donc, vu ce qu'il a fait, vu sa dernière perf, on est d'accord là-dessus. Donc, il ne faut pas du tout paniquer. Mason Jones, Mason Jones, pour moi, gestion Mason de carrière. C'est un futur top 15 de la KT aussi. Très belle gestion de carrière. Tu sens qu'il revient avec d'autres qualités et un autre bagage que quand il était là sur le premier run. Même dans le premier run, tu les as cités. Il y a des combats pas mauvais contre des mecs où même les défaites, elles vieillissent bien en fait. Tu vois, contre Franklin par exemple. Ça mérite la main card, vraiment. Et je pense qu'on va s'amuser devant ce combat-là. Mais je te dis ça, et pourtant on parle d'une KT compliquée. On en a fait le tour dans un Jab Culture. Les lightweights, c'est fort quand même globalement. Même si pour nous c'est pas la KT la plus forte de l'UFC, c'est fort. T'as 96 mecs, et là je viens de te dire, c'est top 15. Donc c'est pas pour rien. C'est un futur top 15, Mason Jones. Donc voilà, ce combat Bolaji Oki contre Mason Jones. Je poursuis ma remontée de ce classement des combats qui me hype le plus. Et là, je reviens un peu sur un argument que j'ai eu avec Umar. C'est pas une question de pas être hypé par ce combattant-là parce que je l'adore, mais je pense qu'il est nettement au-dessus, qu'il est au-dessus de son adversaire du jour, Fares Ziam contre Caio Fernandez. Fares, on sait qu'il reste sur 5 victoires à l'UFC. Caio Fernandez, on en a déjà parlé dans cette émission, Aldric, je vois déjà ton visage, donc je sais, t'as raison, il est dangereux, ancien champion du Shooto, il reste sur une performance contre Guram Kutateladze qui était impressionnante. Il l'a coupé. Je pense que le Fares d'aujourd'hui, il doit être au-dessus de ce mec. Avec les ambitions qu'il a et ce qu'on pense de Fares, toi comme moi, je pense qu'il doit dominer ce combat. Évidemment qu'il doit, mais là, il faut... En fait, si on commence à parler comme ça, il va gagner et on va dire, ouais, mais c'est normal, on l'avait dit. Sauf que c'est un piège. Sur le papier, il tente un piège à Fares parce que ce mec-là, en striking, il a un niveau largement top 15. Quand on voit ce qu'il a fait à Guram, rappelez-vous les gars, Guram...
il a montré à très haut niveau ce qu'il savait faire. Regardez son premier combat à l'UFC, c'est Gamrot. Et il gagne. Combat compliqué, mais il gagne. Donc, et là, il l'a laminé, Gouram. Il n'y a pas de combat. Donc, c'est très fort, Caio. Pas Caillou, hein. Caio, c'est très fort. On va y venir à Caillou. Donc, oui, Younes, il y a 2 Cailloux, donc on va en appeler un Caillou et l'autre Caillou. Mais donc, c'est très fort. Et pour moi, c'est vraiment pas un cadeau. Et il va gagner parce qu'il a un striking très, très au-dessus, mais c'est un combat compliqué. En fait, je te suis sur le côté compliqué du combat. Le combat peut être même très bien, d'ailleurs. Ça peut être un très beau combat qu'on voit. Mais ouais, je pense que j'ai trop de respect pour Fares, le combattant, en fait. C'est même pas une question d'affinité personnelle ou le connaître. Je pense que j'ai une très très haute opinion de Fares, en fait, et de ce qu'il peut faire dans les années à venir à l'UFC. On a donc dit que c'était un futur top 15 et qu'on voyait que c'était un prospect de la KT. Donc on va pas se rétracter. On a dit ça il y a un mois sur un Jab Culture. Maintenant, même si c'est bourbier, pour moi, ça doit passer. En fait, si tu veux, pour moi, ce combat, il arrive au bon moment. Parce qu'il y a eu un Jay Herbert avant, et on a vu que contre des très, très forts strikers, il arrivait à dominer et à exercer le même talent qu'il a contre des grappleurs dont il faut défendre la lutte. Néanmoins, si on regarde les mecs qu'il a affrontés, même Mike Davis, dont il en a fait un grappleur, tu vois. Mike Davis, il a pris la garde à la volée de Jiu-Jitsu tellement. Fares, c'est fort. Ce type de striker-là, on n'a jamais trop vu. Là, c'est type karaté, très rapide, aussi grand quasiment que lui, avec des kicks laser. Et ça va être une belle opposition. Et le temps aussi l'occasion pour Fares de faire jouer ses kicks, lui aussi, tu vois, parce qu'on sait d'où il vient. Parce qu'attention, il vient pas de l'anglaise, même si le gars qu'on voit souvent avec lui en ce moment, c'est un coach d'anglaise. Mais il vient du kick à la base. Totalement. Il a été avec Fouad Esbiri pendant des années avant, c'est sa discipline de prédilection, c'est le kick. Il y a quelques KO monstrueux, même avant la carrière UFC, pour ceux qui n'ont pas suivi la carrière de Fares, pour le coup, quand il était sur le circuit plus français. On a beaucoup de choses. Ça va nous permettre de mettre une première cote, parce qu'après avoir discuté du combat, là, je vais te parler de la cote autour de ce combat-là et qui est le favori ou non. Rappelle aussi que Winamax nous accompagne donc dans ce projet, dans la construction de Jab Life pour les émissions Aldric Enerby et Jab Culture, bien sûr. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €, qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB10. Les rappels habituels, Aldric, bien sûr, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Les jeunes qui nous écoutent, vous déconnez pas avec ça, c'est interdit. Et pour les autres, on joue de façon responsable, on ne perd pas, on ne mise pas l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. On fait ça pour se donner un peu d'adrénaline en plus, si on aime bien. Mais on joue responsable, les gars, c'est le plus important pour pas se mettre en danger avec tout ça. La cote de ce Fares Ziam contre Cao Fernandez, Fares Ziam 1,27, Cao Fernandez 3,60. Ils me suivent en fait. Tu vois, là, on vient de faire l'analyse nous tous les deux. Ils suivent ce que je suis en train de dire. C'est vrai. Il est au-dessus. Il est censé être au-dessus. Il est au-dessus. Largement. Surtout que tu regardes la défaite par split de Caio contre Marc Diaquez. Fares, c'est pas Marc Diaquez. C'était sa première à l'UFC. Ouais. Celle-là, ouais. Mais ça reste un combat. Il faut pas enlever le mérite de Fares. Je pense qu'il va dominer très largement en boxe et que ça va être un combat néanmoins très beau à regarder. Mais je te dis, je l'ai trouvé vraiment très fort contre Gouram. Mais évidemment que Fares, qui est l'un des meilleurs strikers de la division, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, surtout avec ce qu'il a montré. Et puis, il est quand même plus grand. Caio, il fait pas 1m75, que son Tapology, il donne ça. Je pense qu'il est plus proche du 80 que du 75, même s'il avait l'air vraiment très grand contre Gouram, qui est plutôt un 66. Hein. Mais ça reste un combat compliqué. Mais tu comprends la cote. Moi, je pense que c'est évidemment. Tu perds contre Diaquez, contre un mec qui est sur le run de Fares, t'es obligé d'être énormément underdog. C'est tout à fait logique. Et par contre, t'as raison, faudra pas non plus sous-estimer la perf de Fares s'il nous fait un combat masterclass où il domine largement. Parce que c'est pas un adversaire facile en face, mais ça reste un mec très dangereux. On a toute confiance en Fares et en ses qualités pour passer cette étape-là. Et derrière, c'est top 15. 6 victoires de suite, comme ça, il y a un moment, tu pourras plus lui nier cette possibilité-là non plus. Et pour le coup, on retrouverait Fares cette semaine dans Grand Talk. Premier teasing, tu vois, puisqu'on aura quelques invités de l'UFC Paris. Il y aura Fares qui nous parlera de tout ça et de ce combat-là et aussi la possibilité du top 15 avant. Et est-ce qu'il a eu la possibilité ou non d'en avoir un à Paris? Il nous répondra à tout ça dans le deuxième épisode de Grand Talk. C'est sur mercredi. Sur Jab Life également. Exactement, ce sera mercredi. Je fais un petit retour en arrière parce qu'on a déjà parlé du combat, mais ça me permettait, c'est une des 3 cotes que j'avais sélectionnées pour parler de tout ça. Le Bola Aoki contre Mason Jones. Pareil, on en a fait l'analyse. Donc Mason favori, j'imagine. Mason Jones, 1,50. Bola Aoki, 2,40. Ouais. Ça me va. Ça me va dans la. Ça s'explique. C'est le favori, mais il n'y a pas non plus un écart de fou furieux, tu vois. Bola peut le faire. Ouais.
Non, c'est très cohérent comme cote. Ça va dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était le petit rappel pour cette deuxième cote et on en aura une troisième qui va venir. Après, attention, pour revenir au truc, Mason Jones, il se fait toucher quand même des fois. Il n'est pas hyper hermétique quand il va à la guerre. On a vu ce qu'il a pu faire contre Dylan Salvador, qui avait du punch. Donc, il peut y avoir une surprise quand même. Même Stephens, il y a des moments où il touche bien. Hein. Ouais. Donc, je pense que ça peut être un combat très sympa. Mais sur le papier, je pense que globalement, Mason Jones peut dominer. Mais on sait que ça a du punch en face. Et quand on parle de côte, la semaine prochaine à Paris, on fera celles des combats principaux de cet événement-là, parce qu'elles sont parfois un peu étonnantes ou en train de se resserrer. Enfin, on verra comment ça se passe à ce moment-là. On se laisse quelques jours encore. Je continue de remonter ma liste. Et là, on arrive sur... Là, tu as mis William. J'en étais sûr. William Gomis contre Robert Ruchala. On rappelle l'ancien champion intérimaire featherweight du KSW. Seule défaite en carrière, Saladin Parnasse. Très bon combattant, Robert Ruchala. Non, c'est fort. Aldric, très bien bon. Sûr. Ouais. William qui doit rebondir après sa défaite contre Ryder Hamilton, c'est seul à l'UFC. Sa première défaite depuis 2016. Il avait plus perdu depuis Salah et Morgan au 100% fight, mais il commençait sa carrière. Il avait à peine débuté le MMA quelques mois avant quand il a eu ces deux défaites-là. Donc forcément, il arrive mort de faim, William. Enfin, tu vois, l'envie de rebondir. Mais pas facile. Le défi, il est pas facile du tout. C'est là qu'on se rend compte quand même du niveau qu'il y a en Europe. Parce que souvent, tu sais... On entend, oui, c'est des plombiers, c'est des plaquistes, c'est des machins. Les gars, c'est pas parce que Saladin l'a battu. Déjà, il a mis 4 rounds à le battre, Saladin. Donc, ça veut dire que sur un 3 rounds, il serait peut-être allé à la décision. Et c'est pas mauvais du tout. Et c'est un 3 rounds, là. Tu vois, Donc, c'est pas mauvais du tout. Et ça va permettre de voir un petit peu le niveau du KSW global avec l'UFC, parce que William Gomis, aujourd'hui, c'est un vrai combattant UFC accompli, qui a combien 4 ou 5 victoires dans l'organisation. Il aborde son deuxième contrat, donc c'est un vrai membre à part entière du roster UFC. Donc ça va être très intéressant de regarder ça. Je pense que si t'es Ruchala ou dans la team de Ruchala, tu sais que c'est un défi ultra sérieux que t'as mis l'UFC pour déjà, ta première, quand tu démarres et que tu prends un mec qui a déjà 5 ou 6 combats dans l'organisation, c'est très sérieux. Ouais, complètement. T'as raison. Valoriser. T'as raison, je trouve que c'est un bon truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cet état d'esprit de KSW, il y a que des plombiers, qui vont peut-être être surpris ce soir-là, tu vois. Et se dire, attends, mais en fait, il y a du niveau quand même. Il a du niveau, il peut tenir la dragée haute à William, même si je pense que William a les armes pour s'imposer, bien vraiment, sûr. Moi, j'appelle ça un boucan parce qu'il a un style. Des strikers, il y en a plein sur la sphère MMA. Mais des mecs qui sont capables de boxer en reculant et qui sont vraiment capables de se déplacer pendant 15 minutes, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Et William, il est dur à toucher. Il bouge tout le temps. Et même en reculant, il est dangereux. Il est capable de générer de la puissance et de toucher. C'est très dur. En fait, c'est des combattants tellement atypiques dans leur style et tellement forts dans ce qu'ils savent faire que c'est très dur de le reproduire, tu vois. Ce qui est dur, c'est que, en fait, t'as beau faire des sparring, tu reproduis jamais ça. Donc, au moment du combat, tu perds un round pour t'habituer. Alors, ça peut ne pas se voir, mais ça peut aussi être très handicapant de découvrir le jour J. Et William Gomis, il fait vraiment partie de ces combattants qui ont un style tellement fort dans ce qu'ils savent faire, et là en l'occurrence pour William c'est boxer en reculant, qu'au moment du combat tu peux passer 5-6 minutes à galérer vraiment avant de comprendre comment setup, et tu peux avoir perdu le premier voire les 2 premiers comme ça, tu vois. Donc sur un 3 rounds c'est un peu préjudiciable, et comme il a la tête dure et il tape jamais, il t'emmène à la décision et t'as perdu. Donc c'est dur, William, il est dur à combattre, hein. Ouais, je sais qu'il est dur à combattre, et William il nous a toujours mis des émotions à Paris. Ah oui, je me souviens quand il sort. Triangle fermé. Triangle contre Arnaud, la première année. Ouais. L'année dernière, moi, c'est que c'est une de mes plus grandes émotions à Paris, c'est sa victoire contre Brito. Ah ouais. Parce qu'il y avait quand même. Il lui avait mis un sauvage, hein, Brito. Sauvage en face. Beaucoup de gens qui y croyaient pas, on va être clair. Ouais, tu vois, beaucoup de gens qui étaient en mode il va se faire enterrer devant les siens, machin. Et à la décision, mais je te jure, j'étais sur le plateau d'RMC et j'avais vraiment le truc de. Bravo parce que t'avais les armes pour le faire, mais c'était pas facile de faire contre un mec qui avançait aussi furieux que pouvait l'être Brito, et super tu vois, c'est un bon exemple de ce que je t'ai dit. Brito, il a eu du mal à exercer sa pression parce qu'il est en mouvement permanent, il est très dur à cadrer, William. C'est hyper compliqué, vraiment, c'est compliqué à préparer, hein, William Gomis. Ouais, t'as raison, sur 15 minutes il a galéré, Brito, à cadrer, et le jeu de choper William est très 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 compliqué. William, c'est le seul qui est à 3-0 à Paris.
3 éditions, 3 Ouais, victoires. Il peut faire le 4, puisque Benoît aurait pu le faire, mais il a perdu contre Moïcano. Donc c'est le seul pour l'instant qui est à 100%, qui a fait toutes les éditions et qui en plus a gagné à chaque fois. Ouais, t'as quoi? T'as Morgan qui est à 2? Morgan qui est à 2, exactement. Nassourdine qui est à 1? Nassourdine est à 2. 2 aussi. Il en a 2, mais il n'a pas fait une année. Ouais, c'est ça. BSD a perdu contre Moïcano, donc il aurait pu faire 3-3 aussi, mais ce n'était pas le cas. C'est le seul qui est à 3-0 qui peut faire un quadruplé à Paris. Donc plein de force à William, parce que ça va pas être facile. Et, ceux qui n'ont pas vu le combat de Ruchala contre Salah, même si Salah le finit très salement, c'est très bon. C'est le soccer kick au corps, hein, c'est ça. Tout à fait. Ça va parler à Dojo. Tu vois, s'ils ne se souviennent pas du combat, je pense que les gens se souviendront du finish en soccer kick au corps. Ça, tu l'as pas oublié, normalement. William, c'est fait. Là, on rentre dans le lourd de toute façon. Qu'est-ce que tu m'as mis après? Après, je te mets Nassourdine contre Caillou. Il est pas tout en haut pour moi. Ah, moi, il est tout en haut. Ah bah voilà, mais on va commencer à débattre là-dessus. Nassourdine, Caillou Boré, on rappelle, c'est le main event pour le coup. Tu l'as dit tout à l'heure, demi-finale mondiale. Il y aura aussi Fluffy contre The Reader en octobre. Mais Dana a dit, voilà, on sortira de ces deux combats-là. Hein. Je m'explique vite fait parce que j'ai dit pour moi le vainqueur du combat. C'est pas que je suis chauvin, c'est qu'en fait, je suis persuadé que Fluffy The Reader a tout pour être un main event un peu ennuyeux. Tu l'avais dit l'autre fois. Voilà ce que je pense. Stylistiquement, tu sais, c'est compliqué. Même si The Reader debout, c'est compliqué à gérer. Au sol, c'est fort et on sait que Fluffy, c'est pas mal aussi. Fluffy debout, c'est fort, mais est-ce qu'il va pouvoir gérer The Reader qui se projette vers l'avant? Donc ça peut vraiment être un combat ennuyeux. Ça peut aussi être un banger au sol, tu vois, mais un banger au sol. Debout, pour moi, je vois pas Fluffy éteindre The Reader. Et si je me suis trompé, tant mieux pour Fluffy, tu vois. Donc, je pense que stylistiquement, c'est... Et quand même, Caillou, alors oui, il essaie de dégrainer du temps en cage control, il l'a déjà fait dans des combats, mais Caio Borralho, ou plutôt Caillou pour les intimes, ça risque quand même plus de se finir entre les deux. Donc, je pense vraiment que Nassour a plus de chances de se retrouver contre Khamzat pour la ceinture. Pour faire le parallèle avec ce que tu viens de dire juste avant sur celui d'octobre, là, Nassour, pour le coup, il peut éteindre Caillou debout. C'est ça. Et il peut l'éteindre un peu sale, comme il a fait à Adesanya ou quoi, un truc qui est très highlight et qui tourne en boucle, quoi. Il y a plus de chances. Donc, c'est le main event. Donc, toi, tu me l'as mis là. Ouais, je l'ai mis là. Okay. Alors, en fait, je l'ai mis là pour une raison. Je vais te citer, d'ailleurs, Nicolas Haute, chez Clément Marcoux, à qui on passe le bonjour, qui est passé à un peu parler parce que Nicolas, on l'a déjà pas déjà dit, mais il le titrera déjà au charbon pour William Gomis, puisque maintenant William est dans son équipe. Mais donc, sur ce combat, Nassour, Caillou, je te suis, tu vois. Ça lui va bien. Il dit donc chez Clément Marcoux 2 points. Il parle de Borraio, bien sûr. Style proche de Nassourdine. Bon jab, bon bras arrière, complet, solide physiquement, sol dangereux, mais pas aussi fort que Nassourdine. En fait, mon classement de ce combat-là, Aldric, il va avec la phrase qu'a dit Nicolas. C'est-à-dire, je pense vraiment, je suis beaucoup plus mesuré, et on va y passer après sur BSD Ruffy, je pense qu'il va te l'éteindre, le nerd. Mais moi aussi, je le vois comme ça. Mais en fait, tu veux, il y a des zones d'ombre. Si tu veux, pour moi, Nassourdine Imavov, c'est le grand requin blanc de cette KT. Et quand je vois de quelle façon il la call-out sans arrêt, parce que ça fait presque un an qu'il le call-out. Hein, oui, parce que son dernier combat, c'est, faut pas oublier, août 2024. J'arrête Canonnier. Contre Canonnier. Et plus d'un an depuis qu'il a combattu Canonnier, Nassourdine. Et donc, moi, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils ont préparé avec Pablo Scupira et toute l'équipe Fighting Nerds, parce qu'ils ne prononcent que ce nom. Alors qu'il y avait des match-ups, aller rechercher un Adesanya plutôt en fin de carrière, tu vois, il y avait des match-ups plus intéressants, faciles, entre guillemets. Depuis que Nassour a été un Adesanya, tu pouvais plus ça. Parce qu'en fait, on te dit, tu prends les restes de Nassourdine, tu vois. Et il faisait son run, il prend son argent, tu vois. Parce que c'est beaucoup aussi une histoire de ça. Si tu arrives à te mettre sur une win streak, ton argent, il tombe. Tes contrats, ils se renégocient aussi, tu vois. La gestion de carrière, c'est aussi ça. Et aller chercher ce mec-là, pour moi, c'est pas, sur le papier, hein, je te parle, c'est pas une bonne gestion de carrière. Tu vas pas chercher le mec le plus dangereux, alors que c'est pas une ceinture. Parce que je rappelle, pour ceux qui suivent depuis longtemps Jab Life, la ceinture est un moyen de capitaliser ton x2, voire x3, voire x4 au niveau du salaire. Et en plus, c'est du flat. Donc, c'est très bizarre à comprendre. Tu vas chercher un Adesanya. C'est une question de risque-bénéfice, en fait, Aldric. C'est-à-dire que dans la gestion de carrière. Par contre, tu le bats. Bon, tu vois, tu sautes 3-4 marches, quoi, pour te retrouver direct dans la discussion du titre. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je comprends pas l'intérêt.
de sauter des marches. Est-ce que tu perds pas très vieux? Mais est-ce que tu perds vraiment un truc si Nassour te bat? Tu sais, l'UFC, quand t'es numéro 2, mais quand t'es sur une défaite, t'es toujours sur une défaite. Pour la renégociation de contrat, elle pèse ta défaite. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Je l'entends dans donc, ce sens-là. dans le côté gestion. Mais je le vois pas redescendre beaucoup. Il redescendra pas. Non, mais sur le classement, il descendra pas. Mais dans ta faculté de négocier avec le UFC, t'as une défaite. Tu vois? Pour l'instant, on rappelle, il est à 7-0 à l'UFC. Il a un run parfait. Donc là, ça tombe. Les sponsors, il a signé avec V-Chain aussi, qui est un des sponsors de Manon, qui est un des plus gros sponsors avec Monster du périmètre UFC que tu peux avoir. Donc il est super bien. Et le fait d'être allé chercher que ce combattant-là, moi, m'interroge. Je me dis, waouh, pourquoi que Nassourdine? Est-ce que tu as constaté un truc? Est-ce qu'ils ont un game plan? Mais oui, sinon, sur le papier, je te rejoins. Mais pour moi, je l'ai classé en 1 parce que sur le papier, Nassourdine est plus fort. Mais je suis interrogé de voir de quelle façon il va opérer. Et surtout, pour moi, un match-up, ça va aussi en fonction des conséquences. L'enjeu sportif. Ouais, ça, je peux te rejoindre. Voilà. Si je parle d'enjeu sportif, si c'est mon premier critère, je le mets tout en haut. Parce qu'il n'y a aucun autre combat dans cette soirée où le gagnant, il peut faire hypothétiquement la ceinture. Donc pour moi, c'est le numéro 1 pour ça. Et tu vois, par exemple, une grosse partie du public étranger va regarder Steven pour ce combat. Évidemment. Pas en sachant tout ce qu'on a dit, c'est Ramzat qui sort, qui est le champion que tout le monde attend. T'as envie de savoir qui va affronter Ramzat. Le Fluffy de Reader en octobre. Il y a un storytelling qui s'écrit dans cette caté des 185, donc tu as envie de voir ce combat si tu es même le public au-delà de la France. Tu vois. Donc oui, je peux comprendre qu'il soit le plus tirant, mais ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir... Je vais être méchant, mais tu sais, la semaine dernière, après Ramzat, quand il y avait tous les débats sur les réseaux, qui a les armes pour le battre? Et tu avais toujours De Reader, Fluffy, Imavov, Borraio. Et moi, des fois, je regardais les posts et je disais, en fait, il y en a un des 4 que j'enlève, moi. Qui m'a en tout cas pas prouvé encore qu'il méritait d'être avec les 4 autres. Avec les 3 autres. Non, alors on pourrait dire que De Reader a aussi pas trop prouvé, mais avec le run qu'il a de 3-4 combats là, en un an, c'est déjà assez impressionnant, en arrêtant quelques hypes comme Bonical par exemple, mais il m'a pas encore prouvé quoi, Caillou. Alors peut-être qu'il me fera fermer ma bouche et qu'on se retrouvera dans la nuit de samedi à dimanche prochain à Aldric à Paris, et que je dirais désolé, j'ai vraiment mal vu le combat. J'ai pas l'impression. Non, mais il y a une supériorité de Nassourdine, ça c'est évident. Maintenant je te dis, le game plan, comment ce Nassourdine, quoi qu'on en dise, le peu de faiblesses qu'on peut identifier, elles sont souvent sur round 1. Et plus après sur la suite du combat, tu vois. Donc, est-ce qu'il va capitaliser là-dessus? Est-ce qu'il a un game plan? Moi, je suis très interrogé de ça, en fait. Ouais, est-ce que Caio peut capitaliser sur le grappling comme l'avait fait Allen? Parce que moi, j'ai lu, mais Aldric, tu mets en avant sa défense de lutte. Il a une très grosse défense de lutte. Mais effectivement, des fois, sur le round 1, tu sens que c'est un peu diesel. Et que ça met du temps à rentrer un peu dans le truc, qu'il peut aussi laisser un peu d'émotionnel. Donc, il y a plusieurs paramètres qui se chevauchent, mais il y a beaucoup de trucs que tu ne vois plus. Ça peut pas jouer dans sa faveur, ça? Le fait d'être main event et tout? C'est peut-être d'être plus remonté et donc de commencer plus fort? Mais ça peut jouer surtout le côté émotionnel. Tu sais, arriver à un moment quand tu commences à toucher du doigt tes rêves, la ceinture, ça peut être le combat d'avant, ça peut être le combat pour la ceinture directement, mais il y a le facteur émotionnel, bien sûr, qui rentre en jeu. Donc, il peut être positif et booster l'athlète, et il peut être négatif, le mettre un petit peu sur le reculoir, mais forcément, il faut en parler, parce que quand tu arrives, soit le jour de ton rêve, de ton accomplissement, soit le combat d'avant, toujours un petit côté réflexion, pression. Mais tu sais, moi, j'ai le sentiment qu'il y a 2 ans, il aurait pu beaucoup plus mal le vivre, Nassour, d'être en main event. Mais il y a 2 ans, il aurait peut-être pu perdre ce combat contre Caillou. Il y a aussi un côté maturité, en fait. Et tu le sens dans ses interviews, dans ses interventions médiatiques. Ce mec-là, il a tu vois, avec son run, il a grandi avec l'être humain. Pour moi, il s'est légitimisé. Et c'était un peu aussi le cas pour Manon, je trouve. Les victoires, il est légitime maintenant dans ce rôle de challenger à la ceinture et il le fait très bien. Ouais, parce que sinon, t'as raison. Tu sais, même, tu vas être dans la cage, il y a le Hits Time de Bruce Buffer, tu sais que c'est le main event, c'est ta salle, il y a 15 000 personnes en fusion, ça crée Nassour. Ça peut te déstabiliser aussi dans le mauvais sens. J'ai l'impression que maintenant, il a les épaules. Non, bien sûr. Puis même, tu vois, pas il y a 2 ans. Là, il faut être maintenant, un champion. Tu vois, je te donne un peu d'inside en ayant échangé avec Younes, que je salue au passage. Contre Adesanya, il dit, vous inquiétez pas, je vais le finir. C'est ce qu'il disait avant son combat. Et je trouvais l'image... Je remercie encore Younes de m'avoir raconté ce petit truc-là, parce que t'imagines, tu fais face à... Non, vous inquiétez, je le finis debout. Et en fait, il a une confiance en lui aujourd'hui qui fait qu'il est capable de surmonter cette pression. Parce que là, on a la pression de gagner ce combat, mais en plus, il faut le gagner avec la manière. C'est un genre de Dana White Contender Series en main event d'un UFC, tu vois. Grave. Parce que là, il faut impressionner le patron aussi. Pour qu'à la réunion des matchmakers, ils disent, bon, c'est lui. Ouais, parce que t'as raison, c'est d'autant plus intriguant ça que ce côté Dana White, côté RC, parce que
tu fais un combat où que tu gagnes, mais un peu moyennasse, sans être, tu vois, sans être tu méchant. L'éteins pas, tu gagnes à la décision de round 1, tu laisses la porte ouverte. Et tu les motives, les deux autres. C'est ça. C'est Fluffy et The Reader devant leur écran, ils vont être là. C'est exactement. Let's go, tu vois. Let's go. Parce que si moi je fais une grosse perf, je peux peut-être lui passer devant, en fait, à l'autre. Alors que là, tu fais un KO, et t'as tout compris. Même round 1 ou round 2, hein. T'éteins, même le round 3, là tu mets une très grosse pression en face. Parce que ça va être très dur de faire un KO sur le match-up de Reader Fluffy. Et même, en vrai, ils te disent ça, mais quand t'as l'avantage des blancs que tu commences, c'est toujours plus facile. Tu fais une dinguerie, tu peux tuer le game avant. Pour moi, oui, Dana a dit ça. Oui, il faut le prendre au sérieux parce que c'est le boss de l'orga. Mais tu fais une dinguerie le 6 au soir, la question, elle peut être posée, elle peut être réglée dans la réunion des matchmakers du mardi d'après ou du soir d'après. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, de toute façon, selon ce qui se passe, situationnellement, soit c'est positif, soit c'est négatif d'aller dans les deux sens. Mais oui, tu peux aussi en profiter. Donc, ton numéro 1, c'était celui-là? Ouais. Donc, est-ce qu'on a le même numéro 2? Vas-y. Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffy. Oui, bah oui. Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffy. Ruffy, on rappelle 3-0 à l'UFC. Il sort d'une victoire contre King Green en mars, numéro 15 maintenant au classement. Ils l'ont passé numéro 15. Ils l'ont rattrapé. Ils sont malins. Tu sais, c'est comme Dana qui parle de Reader Fluffy. En vrai, ça se trouve dans sa tête, il se dit si Imavov fait une belle victoire, c'est déjà réglé. Bien sûr. Mais il faut bien vendre ton event. Il faut bien vendre l'enjeu aussi autour des mecs en haut. Benoît, bon, il y a eu Prépolek à Montréal, mais on attend un gros test pour la relance après l'année 2024, après Poirier et Moïcano. Ouais, il donne très envie de voir ce combat. Ouais, puis là, c'est moi qui te ramène de l'inside. Moi contre Prépolek, alors ok, il était 328e ou 330e mondial, mais moi j'ai senti beaucoup de sérénité dans le vestiaire. On était ensemble dans le vestiaire et tu sens que ça match déjà bien, qu'il y a de la confiance, qu'il y a de l'échange avec Nicolas. Donc on a envie de voir. Puis pareil, là on a vu aussi beaucoup de facilité. Pour Benoît, c'était facile. Il est très loin du niveau 300e mondial. Donc en fait, on ne sait pas encore. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans la cage. On ne sait pas l'efficience du camp qui a été fait. On sait juste qu'il y a un mec qui s'appelle Mauricio Ruffy, qui est dans une équipe qui a beaucoup de hype. Je rappelle qu'ils ont fait le 3-0 la semaine dernière quand même. Et qu'en Chine, il y avait également une des filles aussi qui a gagné aussi. Donc, ils sont sur un très, très gros win streak. L'équipe est en confiance. Je parle de Fighting Nerds. Et on sait que au kicking range, c'est un des meilleurs fighters de la KT. Ça, c'est ce qu'on sait. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment il est quand on lui rentre dedans, comment il est contre un mec dur qui a déjà montré sa valeur dans la KT, ce qu'est le cas de Benoît. Nicolas Hutt, je te coupe chez Clément Marcoux sur ce combat-là, il dit, sur Ruffy, très bon striking, beaucoup d'œil, gestion de distance, mais encore testé sur peu d'aspects. Ouais, c'est vrai. Son plus gros test sera Benoît. Ouais, c'est vrai. Mais ça c'est une des clés de ce combat-là, bien sûr. Clairement. Parce que Ruffy, on est, je le disais, 3-0, ok, King Green. Bon, Bobby Green, maintenant, ça devient un peu ce gatekeeper, un peu de ton niveau dans ces hauteurs du classement top 15. Et on va avoir des réponses sur Ruffy. On va avoir des réponses sur Benoît, on va avoir des réponses sur Ruffy. C'est là où il est hyper intéressant ce combat. Très intéressant. Moi, je reste persuadé, encore une fois, et bien sûr que je vois Benoît, mais j'aime expliquer pourquoi. Parce que souvent, après, c'est pas tout le monde, hein, je reçois 90% de messages positifs, et des fois, je vois les mecs qui contestent un petit peu ce que je dis. Déjà, c'est bien, contester. Moi, je veux pas du tout des gens qui sont forcément d'accord avec nous, c'est comme ça qu'on fait évoluer le truc. Moi, je vois ça parce que je me dis, il va pas le ragdoll, mais en mettant une pression continue vers l'avant, en empêchant Ruffy de mettre en place ses setups. Parce qu'en fait, c'est vraiment Mauricio Ruffy, c'est vraiment l'image même du travail de Pablo Sucupira. C'est-à-dire que, en fait, si tu le laisses à une distance de kicking range où il peut faire des feintes, il te rend fou. Parce que ça coup de pied retourné, au corps, à la tête, ça calfe fort, il est capable de se projeter vers l'avant, il backfist avec le coude. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est vraiment des mecs à qui il ne faut pas laisser l'avantage de pouvoir s'exprimer. Maintenant, on ne l'a jamais vu se faire marcher dessus. Donc, le style de Benoît, c'est un style guerrier, pareil, dur à reproduire. Parce qu'à la salle, tu ne peux pas faire des guerres comme ça. Je suis persuadé qu'il a pu faire venir de très gros grappleurs au sein de l'équipe Fighting Nerds. Donc ça, il est rodé. Et malheureusement, on n'a pas trop de recul sur le sol de Ruffy. Je ne peux pas te dire oui, c'est très fort, oui, c'est fort, ça peut renverser, ça peut scramble, on ne sait pas. Mais il y a un match-up. Tu as raison, reproduire la façon dont il te rentre dedans quand Benoît est en mode Benoît, en mode militaire presque, tu vois, je le dis parce que voilà, on connaît son passé. C'est impossible à reproduire. Ce Benoît-là... Et tant que tu l'as pas testé, en fait, tant que tu l'as pas eu devant, tu sais pas comment tu vas réagir à ça. Donc, je vais affiner aujourd'hui. De toute façon, on pourra en reparler la semaine prochaine. On va en reparler la semaine prochaine. Ce Benoît-là, le tank qui va vers l'avant,
qui prend des coups sans fermer les yeux, sans même sourciller, qui avance et qui descend dans les jambes au bon moment, ok, je contrôle, et qui frappe fort en sortie de corps à corps, ce Benoît-là, je reste persuadé qu'il peut faire quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, on détaillera ça bien techniquement la semaine prochaine dans la preview. Sache que pour les cotes, on va voir quand ça va évoluer jusque-là, mais pour l'instant, il est très underdog, Benoît. Mauricio Ruffi est très favori. Moi, je mettrais plus de bémol, mais bon, on en reparle la semaine prochaine plus. Ça veut dire que mon numéro 1, c'est ton numéro 3. Exactement. Ouais. Moi, mon numéro 1, c'est Louzen Keita contre Patricio Pitbull. Pour 2 raisons, après je te laisse la parole, et je te donnerai les cotes aussi avant de te leur donner la parole, mais pour 2 raisons évidentes. Patricio Pitbull, c'est le plus grand champion de l'histoire du Bellator, qui sur les 10-15 dernières années... Sur le papier, t'as raison. ...est l'organe numéro 2 au monde. Depuis que le Pride a disparu, c'était l'organe numéro 2 au monde derrière l'UFC. Sur le papier, t'as raison. C'est le plus grand champion de cette... Ah oui, il est vieux. C'est pas le Patricio Pitbull de machin. Vieux. Mais moi... Non, mais en âge et même il est plus jeune que moi, Patrick, tu sais. Mais... Je suis content de voir un mec comme ça. Je suis content de voir ce mec-là pour ce qu'il représente. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et Keita, le double champion de l'octogone, qui explose les mecs, qui met des KO hyper spectaculaires, qu'on avait tous envie de voir à l'UFC, le voir à Paris, pour ses débuts, contre un mec comme ça, qui est numéro 11 de la KT, donc il t'ouvre les portes du top 10 en cas de grosse perf. Ça me chauffe de fou. Et je te donne les cotes, et après tu verras. Vas-y. Patricio Freire, 2,40. Louzen Keita, 1,50. Ouais, ça c'est logique. Logique. Vraiment, moi, pour pouvoir le déplacer et lui donner une des 2 premières places, il aurait fallu que ce soit de Pitbull d'il y a 3-4 ans. Je te dis même pas 2 ans, j'ai 3-4 ans, Alex. Mais sinon, bien sûr que je suis hypé. Après... C'est fou d'avoir ça. Il y a 3 semaines, on savait pas qu'on aurait ça. C'est fou. Mais Louzen Keita, c'est vraiment un prospect. En plus... Quand tu vois le traitement financier qui est fait à l'Octogone, je rappelle qu'il a gagné un tournoi à $1 million. Donc là, il y a vraiment le côté de dire, OK, j'ai pris un peu d'argent, maintenant je considère le côté sportif et pas forcément le côté financier, tu vois. Et je rappelle aussi souvent, il fait un choix, mais qui peut être très vite payant parce que, OK, le million, il est difficile à avoir tout de suite à l'UFC. Il est même impossible. Mais ne restez pas toujours en train de comparer. Oui, mais il prend 80 000 ou 100 000 au PFL et il prend 10 000 à l'UFC. Les gars, quand on a un top 15 tout de suite, et là, il prend le 11e, donc il peut arriver presque peut-être top 10 après une victoire. Si c'est une victoire spectaculaire, il peut rentrer top 10. La renégociation de contrat, elle est ultra rapide. Elle est au 2e ou au 3e combat, et tout de suite, les salaires peuvent être multipliés par 4 ou par 5, voire par 10. Tu vois, donc là, moi, je suis persuadé que c'est pas un 10-10 déjà pour Keita. Et en plus, il peut faire un x3 quasiment immédiat après. Donc, gardez bien ça en tête quand même, qu'aujourd'hui, un mec qui est top 5 à l'UFC, c'est pas du 20-20 ni du 30-30. On est très, très loin de ces sommes-là. Et essayez de comparer ça. Aujourd'hui, l'UFC, ça va de très loin. Ça va du 5000 plus 5000 au Dana White Contender Series. Et ça va jusqu'à plus de 200 000 pour des mecs qui sont top 5. Tu vois, donc il faut bien garder ce schéma-là en tête et pas tout de suite toujours tout réduire. Mais il en a parlé un peu sur RMC ce week-end, disant que c'était pas 12-12, et je peux vous le confirmer. Deuxième petit teasing, mon Aldric, pour ce mercredi, Grand Talk épisode 2. J'ai Louzen Keita au micro pendant quelques dizaines de minutes. On parle de sa signature, de comment ça s'est passé, et il me confirme qu'il est loin du contrat de base. Ouais. Le mec est classé. Il est dans le mondialement. J'ai plus son classement. Il est top 25. C'est ça. C'est ça. Il est dans les... en 27 ans et moins, il est numéro 1 à l'UFC. Donc, déjà là, à l'heure où on parle. Mais il est top 4, 30 ans et moins. Moi, je te dis un truc en ce moment. Oui, les places sont dures à l'UFC, mais je trouve que les choix que font les matchmakers sont de plus en plus judicieux. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Que ce soit au Dana White Contender Series, dont on parlera après, avec les mecs qu'ils ont signés, et c'est valable sur toutes les KT. Tu vois, là, il y a une expertise qui a vraiment augmenté. Le Dana White, les recrutements sont bons. Oui, on reste sur des mecs un peu moyens en short notice, notamment sur le circuit américain. Mais moi, la conséquence de ça, et je vais me faire un peu mon Islam Makhachev, je pense vraiment que c'est le niveau américain qui a baissé. Ouais, je te suis, et c'est intelligent ce qu'ils font. Enfin, il y a des recrutements qui vont dans le bon sens. Je pense que d'ailleurs, la preuve, quand on voit à quel niveau ils recrutent Louzen et contre qui ils le mettent, ils croient fort en Louzen Keita, je pense. Enfin, ils croient que c'est un mec qui a un vrai avenir à l'UFC. À l'inverse, ils veulent du mal à Patricio Pitbull, comme à tous les anciens du Bellator et PFL. Après, en fait, il y a aussi une frontière. Ça peut se finir un peu. Ça peut se finir très mal. Ouais. Mais maintenant, il y a une frontière aussi stylistique. Mais je pense qu'aujourd'hui, des mecs qui font la guerre et des mecs qui viennent mettre des KO, ça intéresse beaucoup l'UFC, quelle que soit la nationalité. Et concernant ce niveau américain, je pense que c'est vraiment. Je vais pas trop en parler parce qu'il faudrait vraiment carrément en faire un jab culture. Mais le fait qu'il n'y ait pas de bourse pour l'université, pour le MMA spécifique. Le fait que les États-Unis ont arrêté leur équipe IMAF. Une des dernières grosses équipes américaines, c'était l'équipe des débuts d'Axel Sola et du titre de Manon Fiorot, donc c'est 2017.
Axel perd en finale contre Benjamin Bennett, l'Américain. Et c'est la dernière grosse équipe qu'ils ont envoyée. Sinon, ils faisaient des grosses équipes à Las Vegas, à l'époque de Nicolas Haute, de Yuri Benejari et tout ça. Et je pense que ça, c'est une bêtise, pour ne pas dire le mot qui commence par un C, parce que l'IMAF, c'est très formateur. Et leur circuit, du coup, il est biaisé. Moi, je vois ce qui se passe. Regarde, sur les cartes LFA, il y a des combats amateurs. C'est d'un niveau... c'est même pas MMA League. Vraiment. Et les conséquences sur le futur, en fait, sont beaucoup plus concrètes qu'on veut bien le penser. Ouais. Et le fait que les mecs ne démarrent pas par le MMA jeune, ils continuent à avoir une discipline de prédilection parce que le mec qui veut faire des études, tout simplement, il peut pas être boursier avec du MMA, c'est que ça complique encore le truc aussi. Donc, il y a une problématique et il y a une transition générationnelle qui est pas optimale. C'est un gros pays, ils continueront à nous sortir des talents, mais bien moins qu'il n'en devrait, tu vois. En tout cas, voilà, on a donné les cotes et moi je suis d'accord avec leurs cotes sur Louzen Keita et bon courage à Patricio Pitbull parce qu'en septembre 2025, cette opposition-là, comme tu dis, il y a 3-4 ans, on aurait eu une autre analyse de ce combat-là. Là, parce qu'il est dur à amener au sol, il est pas mauvais en grappling. Il est slicky, tu vois, il se relève vite le match-up est une galère. Et quand ça tape, ça tape. Ouais. Donc, si on vous a fait un début de preview de l'UFC Paris, on vous en redonnera plein de couches la semaine prochaine, notamment depuis Paris, pour Jab Life. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'UFC le week-end prochain, c'est le prochain événement. C'est Paris directement. Par contre, il y en avait un ce week-end, débrief. On part sur le débrief de l'UFC Fight Night Shanghai. Pas un énorme débrief parce que c'est pas une carte qui a été passionnante non plus, Aldric. On va pas se mentir. La main card, elle est... riche d'enseignements pour le coach que je suis, mais pas passionnante pour le fan de MMA. Voilà, non. Je parle en tant que spectateur, observateur. Je te remonte un peu, on descend rapidement, mais donc Johnny Walker dans le main event qui s'impose contre Mingyang Zhang, qui passait son gros test, le chinois, à la maison, on le savait. Moi, j'ai un 14e contre 13e, c'était, on l'avait dit dans la preview, c'était le gros test pour voir s'il était du niveau de commencer à titiller le top 10. Tu nous avais dit, avec sa nationalité, il peut vite être accéléré dans une caté comme ça. Il prend le round 1, mais derrière, il se fait détruire en quelques low kicks. Il perd l'usage de sa jambe et puis il se fait finir sur du grand endpoint au sol. Déception, Déception. Je le pensais meilleur que Johnny Walker. Non, mais alors, attends. Pouvoir passer cette étape-là. Déception et en plus incompréhension. Pour avoir un peu investigué, il a fait son camp, tout début du camp, le pré-camp même, chez Couture, MMA à Vegas, et après il est allé à Bang Tao. Il a fait son camp complet à Bang Tao. Donc, je comprends pas, en fait, comment tu peux ne pas... Aujourd'hui, la frappe la plus dangereuse en MMA, c'est le low kick niveau calf. Le calf kick. Comment tu peux ne pas t'être préparé? Il en a pris 13, Alex. Il n'a pas pris... Si au deuxième, il est blessé, j'ai envie de te dire coup du sort. T'as pas checké, mais il en a pris 13. 13 low kick. Et tu vois, sur l'avant-avant-dernier, tu vois que ça commence à bouger. Évidemment. Et Johnny Walker, il le voit tout de suite. Il en rajoute 2, boum, boum. Mais par contre, le game plan de Johnny Walker, alors rien à dire. Rendre le combat un peu fou. Parce qu'on sait que c'est pas un mec vraiment qui vient de l'anglaise, mais il travaille comme les mecs de l'anglaise, le chinois. Tu vois, il est très posé, il frappe fort et il a des bons combos de 2-3 coups. Donc tu restes à cette distance-là, tu te fais endormir. Et là, en fait, il a rendu le combat fou, il se jetait dans tous les sens. Il a rendu fou au bout de 5 secondes. Il lui court dessus, il lui court dans les jambes. Mais le game plan, il est magistral. Il est magistral. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et d'opter sur ce calf kick, c'est pour ça que je dis riche d'enseignement. Il a gagné le combat avec un coup. 13 calf kicks qui ont mis un KO définitif et qui l'ont mis hors d'état. Tu peux gagner un main event à l'UFC avec un coup. C'est absolument dingue. Donc, grosse déception. Il a que 24 ans. Mais pourtant, les choix, ils étaient bons. Je veux dire, aller au Bang Tao, c'était exactement ce qu'il fallait faire en vrai. Mais ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Non, je suis d'accord avec toi. On passe au co-main event. Aljamain Sterling contre Brian Ortega, on l'attendait beaucoup, on en avait parlé même avec Julien Casier dans le Jab Culture de ce week-end. 50-45 x 3 pour Aljamain Sterling. J'ai vu des critiques sur le fait qu'Aljamain Sterling en avait pas fait assez, mais ça rejoint, moi je trouve qu'en fait de plus en plus ça rejoint ce qu'on avait dit sur Ramzat en fait. Quand le mec qui est dans la position dominante et qui gagne son combat, c'est pas à lui d'en faire plus. Ortega, il fait rien. Voilà, c'est au mec qui perd d'en faire plus. Il avait fait un malaise, il a dû être hospitalisé, il a réapparu sur la carte. Ils ont fait un catchweight à 153, ça devait être à 145. Il peut plus descendre, mais ça fait 3 ans qu'on le sait qu'il peut plus descendre à 66. C'est évanoui apparemment pendant le cutting. Il ne peut plus descendre à 66. Pourquoi on continue avec ce mec-là? Complètement. Une victoire en 5 ans, je le rappelle, la 4 défaites sur les 5 derniers maintenant avec celui de Sterling. Moi je pense qu'ils vont le release. Il fait rien, comme tu dis dans ce combat-là. Il a plus envie. En vrai, Brian Ortega, Aldric, il a plus envie, ça se voit. Et déjà quand tu commences à ne plus te respecter sur le poids, il y a un problème, Alex. Ça se voit. C'est pour ça tout le monde a... Je fais un petit parallèle, ils ont release aussi Brian Battle. Tu vois, bien sûr, quand tu rates le poids, ça veut dire que tu te respectes plus au niveau de ta prépa. Tu peux avoir un accident, mais quand c'est 2 ou 3 fois,
Et là, il n'arrive plus à faire le poids. Il rate tous ses poids. Ce mec-là, aujourd'hui, n'est plus concerné par le sport. X ou Y raison. Il va être. Moi, je suis persuadé qu'il est remercié là. Ouais, et concernant le spectacle, on n'a rien vu. Mais je veux dire, il est quand même dangereux. Ortega à sa guillotine, comme je le disais. Alors, sur le petit conflit commentateur d'RMC. Ça nous a animé le combat. Désolé Antoine, mais moi, je vais rejoindre le camp Taylor. Et pas parce que c'est un ami, parce que je pense que Sterling est un des meilleurs grappleurs de la KT, pas Ortega. Tu sais pourquoi je suis d'accord avec Taylor 100 fois. Il suffit de réécouter Jab Culture. Julien Casier te l'explique par A plus B. Au niveau de la temporalité du jiu-jitsu. Sur le jiu-jitsu, il y a quelques années, en fait. Mais sur la façon dont tu fais du grappling moderne en MMA, Sterling, il est au-dessus. Non, mais attends. Sterling, et puis, il faut quand même remettre l'utilisation de la lutte, le grand endpoint, tout ça. Sterling, ok, il vient de la lutte, mais non. On peut juste repenser à son équipe. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, et je ne sais même pas s'il n'y est pas toujours, il y avait Matsera qui est une des plus grosses ceintures noires de chez Renzo Gracie à New York. C'est la même école que John Danaher, tout ça. Serra, il avait fréquenté Renzo. Le niveau de jiu-jitsu et en plus le niveau de modernité de ce jiu-jitsu, parce que Renzo, c'est très fort. C'est bien. Mais quand Sterling est pas meilleur, moi je te dis carrément qu'il est meilleur en grappling parce qu'il a un grappling plus moderne. Mais je suis d'accord avec toi. Le chaining, il enchaîne. Il peut passer de la lutte au jiu-jitsu. Parce que je te dis, avec du ground and pound. Ortega, c'est à l'ancienne. C'est du jiu-jitsu, du grappling à l'ancienne. C'est très avancé en grappling. Donc, New York, vraiment, avec Vanguard, avec Renzo, avec Matsera, c'est très avancé en grappling. On est vraiment avec des mecs hyper pointus et qui connaissent les nouveaux systèmes, qui sont capables de faire du chain wrestling. On est très loin, c'est très fort ce qu'ils font. Sterling, c'est un très gros rappeur. Désolé Antoine, mais t'as deux. Ouais, on a deux teams Taylor. Attends, on n'est pas d'accord. Oui, bien sûr, mais on a deux teams Taylor. En tout cas, oui, ça a animé un peu le combat, qui manquait un peu d'allant. Le Coco Main, Sergei Pavlovich qui bat Waldo Cortés Acosta, décision unanime. Il gagne le premier round, Costa. Voilà, Acosta. Il y a deux juges qui lui donnent le premier round. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Derrière, c'est plutôt Pavlovich qui met les coups les plus significatifs, qui fait le plus de dégâts. Il est numéro 3. Tu sais que je l'aime pas, Pavlovich, je te l'ai déjà dit. Il est numéro 3. Il propose quand même pas grand-chose. Cette KT, c'est un drama, Aldric. Il est numéro 3. Numéro 3 et il propose rien. Bon, j'espère que à part ses uppercuts de temps en temps. J'espère que les gens qui ont vu ce combat, ils arrêtent de me parler d'un éventuel combat contre Cyril Gane. Arrêtez, les gars. C'est pas. À part faire des uppercuts de temps en temps et sa grosse overhand, il propose quoi en vrai? Rien. Et il est numéro 3 de cette KT. J'ai vu une réflexion passer, je sais pas ce que t'en penses, Aldric, mais qui disait que des mecs chez les Light Heavy en 93 qui sont un peu bloqués pour le titre, même des Rakic, même des Jamalil dont on parlait, même si on sait tous les deux ce qu'on en pense. C'est quoi, il y en a, il ferait mieux de monter en lourd en fait. Parce qu'en 2-3 victoires, t'es top 5. Je te jure. Et tu vas affronter des mecs que tu peux battre en fait. Honnêtement, c'était un peu dur à regarder. C'est Cortés Acosta contre Pavlovich, c'était un peu. Moi, je l'ai regardé parce qu'on en avait parlé et on avait classé. Au final, quand on regarde ce roster UFC, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de prospects. Il y en a un qui va combattre dans quelques semaines et on l'attendra. Mais pour le moment, il passe pas l'examen, Cortés Acosta. Il passe pas l'examen. Il n'a pas été ridicule, hein, mais il passe pas l'examen. Non, il le passe pas. Et pourtant, oui, on est dans le. Là, on est pour être dans le. Enfin, on est top 5. C'était 6e, je crois, avant le combat. Enfin, on est dans les hauteurs de ce classement. Ah, c'était pauvre. Techniquement, c'était pauvre. C'est dur quand même à voir. Et dernier combat de la main card dont je voulais parler, mais pour aussi un point de vue technique sur lequel je vais interroger le coach, Taï Lake. Nueraji qui faisait ses débuts à l'UFC, le chinois, contre Kiefer Crosby, qu'on connaissait notamment pour sa défaite contre Kevin, je vous sais, et qui était sur 2 défaites au premier round pour ses 2 premiers combats UFC, donc il jouait gros, clairement, l'Irlandais, Kiefer Crosby. Il perd parce qu'il se fait, depuis le début du combat, depuis le début de ce premier round, il se prend des grandes pentes des enfers avec les coudes. Nueraji s'est amusé sur Kiefer Crosby, clairement. Par contre, il y a eu cet arrêt de l'arbitre. Ouais. Donc là, je veux t'interroger là-dessus. Donc on rappelle, coup de genou illégal alors que Crosby est au sol. Arrêt de l'arbitre tout de suite, donc ce qui est normal, puisque c'est un coup... L'arrêt est normal. Illégal. Il fait rentrer le médecin. Le médecin vérifie la blessure, parce qu'il s'est bien ouvert, Crosby, sur ce coup de genou. Là, le médecin dit, il peut continuer. Enfin, tu vois, c'est pas un arrêt médical. Et derrière, Marc Godard, puisque c'est l'arbitre en question, va demander à Crosby s'il veut continuer. Ça fait que 45 secondes qu'on est en arrêt, alors qu'on peut donner 5 minutes. Crosby dit oui. On fait repartir le combat tout de suite avec 2 points de pénalité pour Nueraji. Grosse erreur de l'arbitre de ne pas laisser les 5 minutes là. Ouais. Parce que t'es même plus. C'est une conclusion de l'acta, tu vois. Tu réfléchis plus bien. Il s'en est plein sur les réseaux Kiefer Crosby et je crois qu'il a raison. Tu t'es plus maître de toi hein, au bout de 45 secondes. Laisse-lui au moins les 5 minutes avant de lui poser la question en fait. Je pense qu'il fallait au moins pousser un petit peu sur 2-3 minutes. C'est-à-dire que je suis pas arbitre et c'est toujours compliqué de s'exprimer là-dessus.
une fois que j'ai vu qu'il y avait une polémique, je suis allé revoir l'arrêt. C'est vrai quand même qu'il a l'air pas trop groggy, Crosby, quand il s'adresse à Marc. Tu vois, il répond vite, il a pas un regard fuyant ni vaseux. Néanmoins, des fois, il faut insister un peu. Est-ce que 45 secondes, c'est suffisant pour revenir d'un coup qui t'a downé? Non, clairement non. Il se passe la même chose, mais au lieu de prendre les 5 minutes, il a poussé un peu à 2 minutes 30, 3 minutes. Pour moi, c'est pas choquant. Là, c'est choquant, c'est préjudiciable. Même si je pense que Crosby n'est pas du tout au niveau de l'UFC et Kevin a bien montré qu'il était très au-dessus, je sais, quand il l'a pris à Sydney. Ou à Pierce, je sais plus. Mais en tout cas, c'était... Pour ses débuts en Australie, septembre 2023. Là, il méritait d'avoir au moins 2 minutes de plus pour pouvoir récupérer. Là, il y a petit... Après... C'est des hommes, hein, c'est pas des machines. Mais pour moi, c'est un des meilleurs dans le business, Marc. Mais là, je donne raison à Crosby. Je pense qu'il fallait 2 minutes de plus. Tu sais qu'au rugby, ils ont le protocole commotion. Tu sais, quand t'as un gros coup comme ça. Aussi. Et voilà. Et ce serait bien de l'instaurer, en fait. Parce que, comme tu dis, même si t'es pas gros et que tu réponds vite, tu peux ne plus avoir du tout tes esprits. Ce serait bien qu'il y ait au moins un temps limite dans ces cas-là. 3 minutes ou un 4, tu vois, obligatoire. Et attendre ce temps-là avant de poser 2-3 questions un peu machin pour être vérifié, tu vois, avoir une sorte de protocole pour vérifier ça. Parce que, je peux comprendre. Bon, Crosby, il est aussi dégoûté d'avoir perdu parce qu'il sait que ça sent la release. 3 défaites au premier round sur 3 combats UFC, ça sent la release. Mais je comprends un peu sa frustration, en fait. 45 secondes. Là, c'était pas assez. Par contre, ça ouvre un truc sur tu sais, je t'ai montré le croquis de ce qu'ils expliquent aux arbitres quand ils les forment dans les conventions, notamment l'ABC, la grande commission des commissions. Et quand un coup est intentionnel, donc tu as ce truc de faire rentrer le médecin qui décide ou pas, est-ce qu'on peut continuer ou non. Et après, ça part sur 2 possibilités. C'est est-ce que le coup est fait with malice, donc là je cite en anglais ce qu'ils disent, ou without malice. Donc si c'est avec malice, c'est disqualification. Si c'est without malice, tu demandes au combattant s'il veut reprendre, et dans ce cas-là, tu mets 2 points de pénalité à l'autre, enfin dans ce cadre-là exact. Ça veut dire quoi, with ou without malice, si c'est intentionnel, puisqu'on parle d'un truc qui est intentionnel. Il y a toujours de la malice si c'est intentionnel ou c'est moi qui... Non, moi je le vois pas comme ça. Je te donne un exemple. Le mec est en position montée un peu à l'époque. Alors là, je fais une ref de vieux, mais c'est le premier combat qui me va en tête. Shogun, Mauricio, contre Cyril Diabaté. Il est en monte sur Cyril, il se lève pour lui mettre un stomp dans la tête, ce qui était légal au Pride, mais là, il y a malice. Il y a intention de faire mal et d'outrepasser le règlement, tu vois. Tu te lèves d'un coup et tu piétines le visage. Il n'y a aucun moment où c'est autorisé. Le mec, il est à plat dos. Tu l'as fait exprès. Tu vas mettre tes doigts dans la bouche sur une séquence de cage control où tu mords. Ça a été le cas. Tu te rappelles, je sais plus qui avait été mordu. Oui, c'est il y a pas longtemps qu'on l'avait vu. Oui. Et c'est intentionnel. Là, là, tu peux pas dire que c'est le tissu est arrivé dans ta bouche. Non, tu vois ce que je veux dire. Mais alors, c'est quoi qui est intentionnel sans malice? Eh ben, un coup de genou comme ça. Tu l'as pas bien vu. Tu pensais qu'il allait se relever. Il y a quand même. Je pense clairement qu'il y a des coups de genou au visage qui arrivent sans. Sur un setup, c'est-à-dire que le mec il est là après son crochet, il fait ça, il a pas vu que les 2 genoux étaient à 1 seconde. Ouais, d'accord. Moi je pense que vraiment cas exceptionnel, le mec qui met doigt dans l'orifice, il mord, il arrache le short volontairement, tu vois. Là oui, on peut dire que c'est vraiment intentionnel et tu peux pas avoir de pitié ni de complaisance. Voilà, moi je le vois comme ça. Ok, non, je peux t'entendre dans cette petite distinction, mais quand j'ai vu le croquis, ça m'a fait marrer. Je me disais, comment tu peux ne pas avoir de malice si c'est intentionnel en tout cas. Mais je vois ta différence d'appréciation entre 2 situations comme ça, en effet. Là, pour le coup, il y va franco quand même, Raji. Mais je pense vraiment qu'il est set-up son coup de genou. Mais donc, par exemple, Nemias, c'est Santana qui a affronté Ilian Mwafia. C'est avec malice, ça. Là, tu peux disqualifier. En vrai, après, attends. Je pense que le contender série, il y a un contexte. Tu sais que si tu disqualifies, tu prives les 2 d'une chance à l'UFC, donc ils sont plus soft. Mais dans le pur règlement, c'est DQ. Mais ils devraient pas l'être. Ouais, mais dans le pur règlement, c'est disqualification. Évidemment. Coup de tête. Tu vois, c'est pas que ça a ripé, c'est pas que t'as fait. Parce que, voilà, cette notion, pour être encore plus claire, et là, je me suis même organisé moi dans ma tête, si le coup, il dépend d'une distance et d'appui, tu peux te dire, il a pas fait exprès. Si c'est un coup interdit, comme le coup de tête, là, il y a, bien sûr, sur le règlement en lui-même, normalement, il n'y a pas à se dire est-ce qu'on est au Dana White Contender Series, est-ce qu'on est à l'UFC. Santana, il doit être disqualifié. C'est les règles Sauf unifiées. que s'ils le font, ce soir-là, ça prive les 2 d'une chance de passer. Tu vois, et je pense que c'était encore plus préjudiciable aux 2. C'est les subtilités de ce sport qui est aussi un business. C'est-à-dire que normalement, les règles unifiées du sport, c'est des Q. Le contexte ne doit pas rentrer en jeu. Tu as raison, Nemias de Santana aurait dû être disqualifié.
tout cas, sache que quand t'as dit je vais dire un truc de vieux, je veux pas capter, mais j'ai entendu Justine rire Mais je pense que Justine, elle devait être au CP quand il y a eu le combat de Cyril contre Shogun. En cours primaire. Peut-être même pas, ouais, peut-être même pas. 2-3 notes juste sur les prélims, rapidement, mais la superbe victoire de Uran Satibaldiev. On vous en parlait dans l'épisode de Jab Culture sur les light heavyweight, sur les moins de 93, sur Diar Nurgozai, qui était un autre possible prospect. L'enchaînement quand même, le down, tentative de Kimura, Nurgozai escape en roulant bien. Kimura sweep Ezekiel, ouais. Et derrière Ezekiel, super. Ouais, puis même le down du droit sur les déplacements. C'était fort, hein, Nurgozai en face aussi. Hein. Par contre, Satibaldiev, ça va monter à 93. Hein. Oui. Là, lui, il faut le regarder. On en a parlé dans le Jab Culture. Futur top 15 de la KT sans aucun doute. Et je voudrais bien mettre une pièce. Alors, s'il vous plaît, l'UFC, prenez votre temps. N'allez pas me le propulser tout de suite. Encore 1, voire 2, avant de l'envoyer vraiment contre un top 5, top 10. Moi, j'ai envie de le voir. Mais là, en quelques minutes, il t'a montré des trucs que tu vois pas beaucoup chez les 93. C'est un bon grappleur. Pour moi, en grappling pur, j'ai envie de voir parce qu'on n'est pas très loin d'un Oumar Sy. Vraiment. Et si en plus, il y a de la patate, puisqu'il l'a montré sur le down, si en plus, ça peut connecter et faire tomber, c'est un combo qui est très intéressant dans cette catégorie. Il y a du vrai sol en chaîne. Tu vois, il prend sa Kimura, elle passe pas, il renverse avec, il vient sur une soumission très dure à faire. Un Ezekiel, c'est facile. C'est faisable en kimono quand il y a le tissu du gi. Là, on est sur du no-gi, on est en MMA avec les gros gants pour aller récupérer son bras derrière. Il faut une grosse puissance. Moi, je veux bien. J'espère qu'ils vont prendre leur temps pour le faire monter, mais je veux en voir plus de Satibaldiev. Ouais, complètement. On avait raison de le mettre dans les prospects possibles dans cette KT à l'UFC. J'ai bien aimé le KO de Yiza sur Westin Wilson, en moins d'1 minute au round 1. Simplement parce que Yiza, il a compris sur le premier coup, le premier bras arrière, qu'il avait exactement la distance et il lui a fait punir. Il lui en a mis 5 dans la tête. Terminé. Le mec était éteint contre la cage. C'est exactement typique de ce combat-là où dès la première seconde, il a compris sa distance. L'autre n'arrive pas à contrer ça. Terminé. En 1 minute. Spectaculaire. KO de Kyle Dokos qui faisait son retour à l'UFC après être devenu champion. Deuxième run, Cage Fury sur Michel Pereira. Pereira, c'est un problème, hein, normalement. Pereira, c'est la 3e défaite de suite, Aldrich. C'est le mec qu'on voyait monter quand même assez haut. 3e défaite de suite. Ouais, après, Dokos, il le cueille. Alors, il est très bien setup. Maintenant, il y a beaucoup de réussite. Crochet, bras arrière. Surtout à ce moment du combat, je pense qu'il est quand même très chanceux. Parce qu'il fallait vraiment attendre qu'il jette et tu sens qu'il déclenche. Moi, j'ai décortiqué le ralenti. En fait, il déclenche avant que Pereira se jette sur lui. Donc, mais il est très bien setup. Ça fait KO. Il finit au sol, point. Exactement. Et donc, on va voir la suite pour Michel Pereira parce que c'est pas un bon run là. C'est pas un bon run. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Ouais, il va falloir. T'en as un dernier ? S'il arrive à se relayer. Et Charles Johnson chez les flyweights sur l'honneur Kavanagh, le chinois qui représente la Chine, mais qui est en. C'est mon combat de la soirée. Ouais, complètement. C'est le combat. Il n'y a pas eu de bonus combat de la soirée. Il y a eu que des performances de la soirée. Satibaldiev, je crois. Charles Johnson justement, Johnny Walker et j'en ai oublié un. Je sais plus qui. Nueraji, je pense. Ouais. Donc mais le combat de la soirée, c'est celui-là. S'il y en avait un à donner. Ouais. Charles Johnson qui finit par le mettre KO au 2e round alors qu'il était dominé sur le premier. Sur le premier, il prend quand même une sacrée volée. En fait, ce qui est important dans ce combat, c'est que techniquement, si tu regardes les deux, qu'on ait un casting genre The Ultimate Fighter où tu dois faire une équipe, mais Kavanagh, il est tellement beau à regarder. Offensivement, les setups, la boxe anglaise, l'enchaînement, les déplacements. Il y a un seul mais. Et que j'ai très vite vu, moi, au premier round, après avoir regardé, j'ai dit, mais comment il perd ce combat ? En fait, il y a une responsabilité défensive. En dehors des mains qui sont hautes, il n'y a pas de mouvement de tête. Très peu, en tout cas. Il reste souvent à la même place, il désengage peu ou pas du tout. Et Johnson, lui, il part dans tous les sens. Il fait feinte sur feinte. Je pense que même lui, il se feinte quand il envoie, tu vois. Et vraiment, c'est pas très académique, mais il y a tout. Il y a des feintes, des déplacements. Il varie son buste d'avancer un peu comme ils le font en boxe anglaise. C'est-à-dire que des fois, il a le buste vers l'avant, des fois, il a le buste normal, et des fois, il a le buste vers l'arrière. Donc, c'est très dur à cadrer. Il met de l'intention de lutter, donc ça, c'est vraiment ouf. Et il croit en ce qu'il fait quand il y va, malgré le fait qu'il s'est fait peut-être contrer 10 fois depuis le début du combat. Il continue à faire ce qu'il fait à fond. Et arrive ce qui arrive. On a une feinte et on a sur le 2e round. Mais c'est pas un lucky punch. Parce qu'il touche 3 fois avant, quand même. Regarde le combat. Il le connecte 2-3 fois fort dans le début du 2e, avant de l'éteindre définitivement. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est cette mentalité, en fait. Oui, il se fait surclasser. Oui, c'est beaucoup plus fort que lui en face. Mais il installe son jeu. Il crée ses feintes. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais il croit en ce qu'il fait. Et ça finit par connecter. Et l'ONR Kavanagh, moi, je trouvais... Tu vois qu'il commence à prendre la main, Charles Johnson, au milieu du round de cercle. Il commence à... Il fallait changer le game plan. Il fatigue. Il est plus lent.
Le footwork est moins efficace que dans le round 1. Et à la fin, la responsabilité défensive, comme tu dis, sur le... Mais tu le vois se dégrader en 3 minutes, tu vois. Complètement. Et c'est là qu'il faut... Visuellement, tu le vois dans le round. Et c'est là qu'il faut être capable de dire, ok, on va cache contrôler, on va lutter, on va moins donner de coups peut-être aussi, qu'il faut laisser se régénérer, tu vois. Mais là, tu sens que ça se dégrade et ça finit par un KO. Et la séquence du KO, non seulement il a les mains basses quand il ressort, puisque c'est d'abord lui qui met un coup, puis il ressort, et il se fait contrer. Non seulement il a les mains basses, et les pieds, il sort avec les pieds parallèles. Plus de mouvement de buste, pieds parallèles. Donc tu te fais punir. Ouais. Tu te fais punir en vrai. Mais dommage parce qu'il a des qualités. Il a des grosses qualités. Johnson, on n'a pas fini d'en parler. Il est sur un beau run là. Et Leonard Kavanagh, s'il y a un truc qui peut le rassurer, c'est que Joshua Van en juillet 2024, il se fait KOT par Charles Johnson. Ouais. Depuis 5 victoires, run vers la ceinture. Donc écoute, on lui souhaite la même chose. Mais il est beau à regarder, Leonard Kavanagh. Ouais, vraiment. Complètement. Un beau petit combattant. Et puis bah voilà, il s'est c'est des leçons pour la suite. Hein. Ouais. Tout ce qu'on a dit là, c'est des leçons pour la suite. Aldric, à noter quand même dans ce combat-là, parce que je sais pas si t'as vu passer Ariel Helwani qui a parlé à Charles Johnson avant ce combat. C'était son 12e combat à l'UFC à Charles Johnson. 7 victoires, 5 défaites. Il a pris des bonus. Et il dit qu'il est à moins de 0. C'est son agent qui a avancé de l'argent. Voilà, son agent lui a prêté de l'argent pendant la Fight Week parce qu'il est à moins de 0 sur son compte en banque. Et Chase Hooper qui prenait la parole sur les réseaux pour expliquer aux gens. C'est bien parce que ça nous permet en 1 minute de le dire ça aux gens. Toi, tu confirmeras, Aldric, qui est au cœur du milieu. 10% au coach, 15% au manager, 30% pour les taxes fédérales, 5% pour les taxes de l'État qui arrivent parfois dans certains États. 60% de ta bourse, en fait, qui est partie avant même que tu la touches. On est d'accord. C'est la difficulté aussi pour les aides. C'est pour ça que nous, moi, tu le sais, je suis chantre que les payes soient augmentées et qu'ils prennent plus en pourcentage du revenu global de l'UFC. Parce que quand on lit ces chiffres-là, il ne leur reste pas grand-chose à la fin, Aldric. Ben, surtout quand tu es dans des runs. En fait, si tu veux, quand tu es dans des runs évolutifs où tu es sur 3 ou 4 victoires d'affilée, tu renégocies ton contrat mieux et tu peux vraiment dupliquer cette paye qui est la tienne. Quand tu gagnes, tu perds, ça augmente quasiment peu. Donc en fait, les mecs restent sur la même ligne de salaire, tu vois. Pour peu que tu perds 2 fois et tu gagnes 1 fois, en fait, ton salaire de 10-10, il va rester à 12 après, tu vois. Donc c'est hyper compliqué. Et sur ces sommes-là, c'est vrai qu'en plus, sur les pourcentages des Américains, ils sont un petit peu plus libres qu'en France, donc ils en jouent. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est normalisé. Quand tu démarres à l'UFC, tu gagnes quasiment pas d'argent. Pour peu que tu sois dans un état... C'est pour ça aussi que tu as des gyms à Vegas. Je ne remets pas en cause le travail d'Eric Nixick ni de Syndicate MMA, mais ils ont l'UFC Performance Institute à côté, qui permet aux fighters d'être nourris, d'avoir le coaching gratuit. Quand je parle du coaching préparation physique. D'avoir les soins gratuits. Eh ben, bien sûr qu'après, ils n'ont plus qu'à faire la partie MMA spécifique à Syndicate ou à Team Couture. Et ils ont une fiscalité en plus moindre, puisque la partie state, vu la recrudescence de casinos, n'existe pas. Bon nombre de combattants vont s'installer à Vegas, avec des loyers plus bas, des Airbnb plus bas, des hôtels plus bas. C'est pas seulement parce qu'ils aiment Las Vegas, on est d'accord. Mais ils détestent Las Vegas, il n'y a rien à faire à Las Vegas. J'y suis allé pour Ilian, j'avais qu'une seule envie, c'est de reprendre mon avion. Oui, il y a 2-3 shoppings sympas, mais c'est absolument abominable. David fait le tour, oui, clairement. Mais fiscalement, pour les athlètes, et au niveau des conditions de l'UFC Performance Institute, quand tu es un fighter qui est sur son premier ou son 2e contrat, à moins d'être entouré dans ton équipe et que ce soit adapté pour ton équipe, que les structures soient adaptées, qu'il y ait du monde et que ça mutualise par rapport aux combattants, c'est hors de prix et c'est très difficile de mener une carrière UFC de façon en ayant l'esprit sereine, oui, voilà. De façon sereine. Ouais. Et Chase Hooper parle même pas des dépenses pour amener des sparring dans sa démonstration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut centraliser sur ton équipe, sinon c'est trop compliqué. Tu peux aller plus loin encore. Ouais. Un mot on a fini sur ce débrief de l'UFC Shanghai, qui n'est pas la meilleure carte de l'année, on va pas se mentir. Juste des petits mots sur les Dana White Contender Series, parce qu'on voulait parler de ceux de la semaine dernière et de ceux de la semaine qui arrivent. La semaine dernière, c'était l'épisode 2 de cette saison. Il y avait Willie Scott, l'ancien champion de l'ARES, qu'on avait noté qui jouait son contrat et qui l'a obtenu. Donc pour la catégorie Bantamweight, il affrontait Kaushik Sai-Kumar, l'Indien. Déjà bravo à lui. Et puis sa performance, tu voulais noter 2 autres performances cette semaine-là. Mais tu sais que Willie Scott est fou. Il a raté la pesée la première fois, il est revenu la faire, la réussir. C'est chaud, hein. Dana, il l'a dit au micro 500 après. 500 grammes de trop quand même, il finit au final. Et Dana, il disait ça pouvait être rédhibitoire, mais tu m'as régalé dans la cage. Mais tu sais que quand il fait l'ARES, il prend le meilleur striker, mais c'est même pas de l'ARES quand il prend la ceinture. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur striker d'Europe et celui qui bat l'ARES, je sais plus le nom, il va me revenir, peu importe, c'est pas très important, je vais vous le retrouver dans 2 minutes. Mais il va se battre debout et il prend le dos qu'à la fin après s'être downé. Là, il a un mec qui vient du grappling,
qui ne fait quasiment... Sai Kumar, c'est un Indien, mais qui vit aux États-Unis, faut comprendre. Et il a des systèmes de leg lock très, très, très élaborés. Il vient du gym de Ryan Hall, tu vois, 50-50. Donc, normalement, tu dois avoir un game plan que striker. Eh ben non, il l'emmène au sol, il travaille au sol, il essaye de faire du grand and pound. Je pense que ce petit est vraiment fou furieux. Et c'est ça qui lui donne son côté attachant. Juste pour je voulais donner une anecdote. Et on a envie de le voir à l'UFC, clairement. Ouais. Ah ouais, je vais quand même te donner le nom en 10 secondes, parce que je peux pas te dire, oui, il a pris un tel. C'était bien sûr Youssouf Binaté, dont je voulais parler. Tu t'imagines que Binaté, je pense qu'il est capable de faire la guerre debout à tout le top 10 de l'UFC. Et Willie Scott, il a passé 80% du combat debout à ramasser de ce mec-là. Et juste à un moment, il prend le dos et l'étrangle, tu vois. Donc, il passe par aucune facilité. Et c'est vraiment un guerrier, ce petit Willie Scott. Et on a envie de le voir à l'UFC. On a envie de le voir évoluer dans cette KT. Il est jeune. Il est dans une équipe Manchester Top Team avec des Ateba Gauthier, avec des mecs super forts. Donc, on a envie de performer. Je nous fais une petite passe D à nous-mêmes. Le jab culture, où on est matchmaker des poids lourds, on vous avait dit, le matchmaking est super. J'ai envie de parler de Joshua Kitt 2 secondes, Alex, parce que vraiment, il a tout. Il a 27 ans. Il a 6-0. Il est ancien athlète NFL. Donc, au niveau de l'athlétisme, quand on voit les tests qui sont faits par la NFL, tu as compris qui c'était. Il est lutteur première division All-American 2 fois. Donc, voilà un prospect qui vient de gagner son combat, qui est à 6-0. Qui a surclassé Guilherme Uriel, le Brésilien, au round 2, en le fatiguant. En fait, il pouvait gagner par tout ce qu'il voulait, tellement il l'avait usé. Oh, j'ai envie d'en voir plus. S'il vous plaît, l'UFC, montez crescendo. Tu sais en quoi il a plus que tout, en plus ? C'est que tu connais T'as vu au micro aussi. Mais au micro, c'est un fou furieux. Il dépasse plus que la limite à plein de niveaux. Et donc, moi, je peux ne pas aimer personnellement, tu vois, le bonhomme. Mais dans un monde de business et de show, il va se faire plus vite connaître que beaucoup des poids lourds de ce roster. Et à son âme, on aurait dit Hulk Hogan au micro quasiment. Non, mais vraiment, on aurait dit du catch. Donc, tu vois, ce côté, en fait, j'en fais trop, qu'on peut reprocher à d'autres, tu vois, et ben, dans ce business-là, ça va pour toi, en fait. Même, toi, tu peux détester personnellement, mais ça va pour lui. Et il va se faire connaître très vite dans ce roster. Moi, j'ai adoré. J'espère juste que l'UFC soit patient. En vrai, j'aurais pu m'arrêter à 2. Je fais juste un petit clin d'œil derrière à Cam Rouston, qui est encore un mec du City Kickboxing, qui avait échoué l'année dernière contre le petit middleweight énorme, la Torres Finet. Il avait perdu à la décision. Là, il se refait. Il gagne par KO au round 1 et il signe aussi encore un représentant du City Kickboxing. Mais franchement, elle est plaisante cette saison du Dana White Contender Series. 5 sur 5 dans cet épisode-là. 5 vainqueurs, 5 contrats. 4 KO et la décision. José Delano. Le combat était très fun aussi. C'est l'ancien champion du Shooto et du LFA et on va le retrouver cette fois à l'UFC. Et ensuite, cette semaine, on a un autre champion d'Ares dans la suite qui nous vient. Et Ares, ils ont une bonne actu en ce moment. Ouais, quand même. Et l'ancien champion des moins de 93 kilos, Abdul Rahman Yakayev. Il avait battu Paulin Begay pour prendre la ceinture, puis Jackie Jeanne pour sa défense, invaincu, et qu'affronte l'américain Alik Lawrence qui lui vient du LFA. Donc à suivre parce qu'on espère bien qu'il prendra lui aussi le contrat pour l'UFC, Aldric. Ouais, Alik Lawrence, attention, MMA Lab de Phoenix en Arizona, c'est l'équipe de Benson Anderson, c'est le sparring de Cannonier. Donc il y a des Marcus Magui, il y a des mecs forts dans ce gym. C'est vraiment le sparring de Jared Cannonier, donc c'est direct, c'est un gros challenge. Ils ont pas le mec à 6-1, il vient effectivement du LFA. C'est pas le main event, puisque le main event, ce sera le sparring de Paulo Costa contre un mec d'Extreme Couture, Trent Miller contre Ryan Gendra. Donc, c'est une belle carte encore. Il y a nos petits prospects poids lourds, Abbey et Dante Johnson, dont on avait parlé sur le Jab Culture. Vraiment. Et là, en plus, maintenant, c'est accessible, puisque vous l'avez sur RMC. Les gars, le Dana White Contender, c'est super cette année. Il faut vraiment les regarder. Je pense que c'est une des meilleures saisons en termes de qualité de matchmaking. Et notre ami Yakayev, que ce soit Paulin ou Jackie Jeanne, il les avait soumis au premier round avec des étranglements. C'est un mec qui peut faire le show et donc qui a tout pour pouvoir prendre son contrat. J'ai dit que c'était un des plus gros prospects de la KT Light Heavyweight quand on a fait les matchmakers. Donc je le maintiens. Là, c'est tout de suite un très gros test et on va voir. Là, pour moi, c'est un niveau UFC, son combat. Avec des mecs qui s'entraînent à très haut niveau dans une très grosse équipe américaine, MMA Lab. Donc, direct, on lui met un test quasiment UFC. Et on est un peu en retard, Aldric, donc on va speeder pour finir, parce qu'on doit rendre ce studio. Mais le PFL World Tournament, c'était les dernières finales là, des tournois. C'était à Hollywood, en Floride. On en avait fait la petite preview. Quand même, le clin d'œil. Moi, je te dis un mot, si tu veux, pour arrêter le truc. Headshot Dead. Headshot Dead. Dans le main event, Fabian Edwards, le frère de Léon, qui bat Dalton Rosa au round 3 par un TKO. C'est le même. C'est le même que Léon contre les appuis, contre le Kamaru setup, Usman. c'est le même. C'est extraordinaire. En plus,
contre Kamaru, c'est Fabian qui sautait dans les bras de Léon. Là, c'est Léon qui saute dans les bras de Fabian. Le clin d'œil, il est génial. Ouais. Et en plus, pour le coup, très bon combat de Fabian, hein, qui a bien contrôlé. C'était une bataille de gaucher. Je trouve qu'il était bien en contrôle de ce combat-là. Mais attention, techniquement, c'était hyper intéressant. Gaucher contre gaucher, les déplacements. Ce high kick qui vient sur un setup de jab aussi, comme son frère. Magnifique combat. Ça, c'était très beau. La bataille de la main avant, il la contrôlait bien. Il rentre avec des coudes. Enfin, il est plaisant à voir quand même, Fabian Edwards, et il remporte donc le tournoi des 185. Tournoi des poids lourds, Oleg Popov, Alexandre Romanov, c'est remporté par le Russe Oleg Popov par split décision, contestable. Ouais. Mais ça peut basculer de l'autre côté. Franchement, c'était pas fou le combat. Ouais, ceux-là, tu vois, quand on a une casquette de matchmaker, t'as pas spécialement envie de les voir. Et rappelle-toi qu'on les avait pas mis. Hein. Non, c'est un vrai problème. C'est que les partout dans le monde. Pourquoi vous les mettez pas ? Voilà, pourquoi on les met pas ? Parce que c'est pas des prospects mondiaux. Moi, je le pense et je le maintiens, et ce combat nous donne raison. Non, et c'est un peu triste pour une finale de tournoi poids lourd. Ouais. C'est l'état de cette caté-là partout dans le monde en vrai. Et dans le tournoi des 93, Sullivan Collet est battu. Lui, on le voulait à l'UFC quand on avait fait notre épisode. Il est battu par Antonio Carlos Jr., le Brésilien. Il se fait étrangler. Rear net choke au deuxième round. Un petit peu une surprise. Ouais, après, beau game plan, et Titi qui revient en force. Avec, pareil, le fils de Conan Silveira, Josh Silveira, qui gagne son combat en prélim contre Ramazan Mazanov. Donc, et Titi qui revient en force en ce moment. Il faut les avoir à l'œil. Et un autre résultat qu'on peut noter, Rasoul Magomedov, double champion aux IMAF, donc grosse carrière amateur. Double champion du monde. Pépite du Brave, il était passé par le Brave, qui s'impose décision unanime sur Guilherme Viana, c'était sa première au PFL. Ouais. Qui se chauffe un peu, c'était pas sa performance la plus aboutie, mais t'arrives dans l'orga, quoi. Ils sont arrivés, ils ont pris ce qui se fait de mieux chez KHK. KHK, c'est l'équipe de Bahreïn, qui est une équipe plutôt dagestanaise de Bahreïn, avec quelques filles brésiliennes et beaucoup de Dagestanais qui sont naturalisés, qui ont fait vraiment des très grosses perfs aux IMAF d'abord et au Brave ensuite. Il y avait Sabrina de Souza qui était sur l'event juste avant, et il y a Rasoul Magomedov là. Ce sont des débuts timides. Ils gagnent les deux, parce que c'est deux gros prospects, les deux doubles champions du monde d'IMAF, les deux invaincus en carrière au Bref, je crois, avec 4-0, les deux d'ailleurs. Ce sont des débuts un petit peu timides, et il va falloir attendre pour la suite. Et pour le programme de la semaine, juste pour vous l'annoncer quand même, ce vendredi au Sable d'Olonne, il y a l'Hexagone MMA 33, Hexagone qui revient. Main event, Alexandra Tekena. Voilà, qui continue son gros programme de l'année 2025. C'est pas forcément la carte la plus sexy de l'année. Moi, j'y serai. J'ai Miguel Haro qui fait le Coco Main. Donc... Ouais, exactement. Miguel Haro contre David Kroll. Combat cool. Combat cool, ouais. Mais c'est bon, il est prêt, Miguel ? Très bien. Ok, très donc bien. Le main event, la Brésilienne Thalita Soares qui défend pour la deuxième fois sa ceinture des fly contre Alexandra Tekena, tu l'as dit, qui arrive de l'ARES. C'est son premier combat à Hexagone. Tout de suite, elle est mise pour le titre, c'est normal aussi vu son passé. 2 fois, elle avait échoué pour la ceinture à ARES, donc une 3e chance de prendre une ceinture d'une grande organisation française. Donc à voir, mais Alex Tekena, c'est toujours fun. C'est toujours fun dans la façon de combattre, et même le personnage, c'est quelqu'un qui met de la bonne humeur dans ce MMA, donc on aime bien. Co-main event, Mathias Poiron et Coco Main, tu l'as dit, avec Miguel Haro contre David Kroll. Ça se suit, rien que pour Alex, on lui envoie plein de force, ça se suit bien sûr. On va regarder ça en live au Sable d'Olonne. Puis vendredi soir. Tu seras là-bas, donc tu donnes plein de force à Alex avant son main event, et bien sûr à Miguel pour son combat. Merci Aldric, on a fini avec le Aldric NRB de cette semaine. Je crois que la prochaine fois qu'on se revoit pour un Aldric NRB, on sera peut-être du côté de Paris. Et du côté de l'UFC, ce grand rendez-vous avec la plus grande organisation de MMA de la planète qui débarque pour la 4e fois chez nous, et ça nous fait bien plaisir. Comme à chaque fois, en attendant, on aura un Jab Culture quand même bien sûr cette semaine. On vous laisse la surprise, on a un petit invité dans les tuyaux. On avait Julien Cazzi la semaine dernière, on a encore quelqu'un qui continue dans les grandes personnalités du MMA français. Voilà, et du grappling également. Voilà. Petit teasing pour l'invité qui sera là avec nous jeudi. Merci beaucoup Aldric, merci à tous, et on se retrouve très vite. Jab Culture, Aldric NRB, et bien sûr la semaine prochaine Fight Week de l'UFC Paris. Salut à tous, ciao ciao.